Elle lui a sauvé la vie et a tenté de disparaître sans rien lui dire, mais lorsqu'il l'a secrètement suivie, il l'a vu nourrir des triplés. Bonjour, ma magnifique famille, c'est votre monsieur Peter. Avant toute chose, laissez-moi prononcer cette prière sur votre vie. Douce, puissante et remplie d'amour, juste pour vous. Que la paix s'installe dans votre cœur comme une chanson silencieuse. Que cette journée vous apporte des moments de quiétude, et que vos fardeaux semblent plus légers que ce que vous craignez. Je prie pour que l'amour vous rende visite de manière douce et inattendue, un mot gentil, une étreinte chaleureuse, un sourire qui vous donne l'impression d'être chez vous. Que la guérison touche chaque partie de vous qui a souffert, et que la joie vienne doucement, sans demander la permission. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes profondément vu, profondément estimé et si profondément aimé. Maintenant, Binta vous dit bonjour, et elle vous envoie tout son amour enveloppé d'une chaleureuse gratitude. Elle a ressenti chaque prière que vous avez murmurée pour moi, et son cœur est comblé grâce à vous. Mais elle m'a aussi regardé avec amour et a dit, dis-leur mon amour, je sens leur gentillesse. Mais pourquoi certains d'entre eux partent-ils au milieu? Cela nous blesse vraiment. Famille, s'il vous plaît, ne partez pas à mi-chemin. Si vous m'aimez, si vous croyez en ce voyage que nous partageons, restez jusqu'à la fin. Votre présence est un cadeau. Et quand vous manquez à l'appel, nous le ressentons aussi. Je sais que certains d'entre vous ont dit que les introductions sont trop longues. Et ce n'est pas grave. Si vous en avez besoin, vous pouvez sauter cette partie, mais s'il vous plaît, ne sautez pas l'histoire. J'écris chaque mot avec mon cœur, rien que pour vous. Et maintenant, ma douce famille, dites-moi sincèrement. Comment James s'est-il débrouillé aujourd'hui? Il fait de son mieux pour porter l'amour que j'ai versé dans ces histoires. Si sa voix a touché votre cœur, faites-le nous savoir. Sinon, je serai toujours à l'écoute, car vos sentiments comptent ici. Maintenant, s'il vous plaît, non pas par pression, mais par amour, aimez cette vidéo. Laissez un commentaire gentil, partagez-la avec quelqu'un qui vous est cher, laissez le monde ressentir ce que je ressens chaque jour, une famille bâtie sur l'amour, la foi et une connexion inébranlable. Commençons, avec tout mon amour, pour toujours. La mort gagnait la course, et Jim Rodway le savait. La foudre fendait le ciel nocturne telle une fureur divine, tandis que sa BMW luttait à travers le déluge apocalyptique, les essuie-glaces battant inutilement contre des rideaux de pluie qui transformaient le monde en un chaos liquide. 32 ans à diriger des conseils d'administration et à plier des contrats à plusieurs millions de dollars à sa volonté ne signifiait plus rien désormais. Ce soir, il n'était qu'un fils désespéré, courant pour atteindre le chevet de son père mourant, et il était en train de perdre. « Tiens bon, papa, s'il te plaît, tiens bon », murmura-t-il entre ses dents serrées, ses jointures blanchies sur le volant. L'appel avait brisé sa soirée parfaite il y a 28 minutes. Son père, l'indestructible William Rodway, qui avait bâti un empire commercial à partir de la poussière et de la détermination, qui n'avait jamais montré de faiblesse ni versé une larme devant son fils, vivait ses derniers instants à l'hôpital Métro Général, à 60 km de là, à travers l'enfer. Une crise cardiaque massive. Les médecins avaient été directs, 1 heure, peut-être moins. Chaque minute que Jim passait à combattre cette tempête était une minute volée aux adieux, aux pardons, aux mots qui s'étaient accumulés entre eux pendant des années. Ses mains tremblaient alors que la pluie martelait son pare-brise tel un jugement divin. Il avait passé une vie entière à ériger des murs entre eux, choisissant les profits plutôt que les cadeaux, les contrats plutôt que les dîners avec le vieil homme. Maintenant, ces murs s'effondraient comme des châteaux de sable, et tout ce qui lui restait, c'étaient des regrets qui traversaient son esprit comme des accusations. Le compteur de vitesse dépassait les 140 km/h sur l'autoroute inondée, c'était imprudent, suicidaire. Il s'en fichait. Son téléphone s'illumina à nouveau, un autre appel de l'hôpital. Le cœur de Jim se serra. Était-ce fini? Avait-il perdu sa dernière chance de dire à son père qu'il l'aimait, de demander pardon pour avoir choisi l'argent plutôt que l'homme qui lui avait tout donné? Il tendit la main vers le téléphone avec des doigts tremblants, ses yeux quittant la route pour un battement de cœur fatal. Le cerf se matérialisa dans ses phares comme un fantôme, le temps vola en éclats. Le monde devint métal hurlant, verre explosant, et la symphonie écœurante de sa BMW quittant l'autoroute pour dévaler le talus détrempé. La dernière pensée cohérente de Jim avant que les ténèbres ne l'engloutissent fut le visage déçu de son père, et la façon dont il l'avait laissé tomber une dernière et impardonnable fois. 23 minutes plus tard, Almeta et Smith se frayaient un chemin à travers la tempête, chaque pas une bataille contre un vent qui semblait déterminé à la mettre à genoux.
Sa veste usée n'offrait aucune protection contre le déluge, et ses baskets élimées pataugeaient dans des flaques devenues des ruisseaux traîtres. Elle avait travaillé tard au centre médical, terminant les exigences de sa certification finale d'infirmière, lorsque le dernier bus était tombé en panne. Maintenant, elle devait marcher les 8 kilomètres jusqu'à chez elle à travers cette tempête infernale. « Seigneur, je sais que tu ne nous donnes pas plus que ce que nous pouvons supporter, » murmura-t-elle à la tempête, la pluie ruisselant sur son visage comme des larmes, « mais je suis à bout de force ici. » À 26 ans, Almeta avait enterré plus de rêves que la plupart des gens n'osaient en avoir. L'université était un fantasme qu'elle avait abandonné à la mort de sa mère pour s'occuper de sa grand-mère malade. L'amour était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre quand chaque dollar partait dans les médicaments et le loyer. Mais malgré la pauvreté, la solitude, la lutte constante, son cœur restait intact. Sa foi brûlait, stable comme un phare dans la tempête. L'orage avait transformé le flanc de la colline en carnage. En bas du talus boueux, une voiture de luxe gisait, écrasée contre un vieux chêne, de la vapeur s'élevant de son moteur détruit comme le souffle de quelque chose à l'agonie. Quelqu'un était piégé à l'intérieur. Sans hésiter, Almeta dévala la pente dangereuse, tombant 2 fois et s'écorchant les genoux à vif. La tempête avait transformé la colline en glissement de terrain, mais elle griffa la terre pour atteindre l'épave, sa formation d'infirmière du collège communautaire et son programme de certification actuel inondant sa mémoire. « Hola ? M'entendez-vous » cria-t-elle, pressant son visage contre la vitre brisée du conducteur. À l'intérieur, un homme gisait inconscient, du sang coulant d'une entaille vicieuse sur son front. Il était d'une beauté dévastatrice, une mâchoire forte, une peau olivâtre, des cheveux épais et sombres, maintenant collés par le cramoisi du sang. Mais ce qui la frappa au-delà de sa beauté, c'était l'expression paisible sur son visage, presque angélique malgré la violence qui l'avait conduit ici. La voiture gémit de façon inquiétante, et Almeta réalisa que le chêne massif était la seule chose qui l'empêchait de rouler plus loin dans le ravin. Elle devait le sortir de là. La porte du conducteur était broyée au-delà de tout espoir, mais le côté passager s'était ouvert sous l'impact. Almeta rampa à l'intérieur, le cœur battant à tout rompre alors qu'elle évaluait son état. Le sang s'accumulait sous lui, hémorragie interne, probablement des organes perforés. Elle avait vu assez de traumatismes dans sa formation médicale pour reconnaître les pas approchants de la mort. « Écoutez-moi, beau gosse » chuchota-t-elle férocement, berçant doucement son visage. « Vous ne mourrez pas sous ma garde ce soir. Vous m'entendez ? Pas tant que j'aurai un souffle de vie dans mon corps. » Travaillant avec une efficacité désespérée, elle déchira des bandes de sa blouse blanche, la bonne qu'elle avait portée pour son examen de certification, et les pressa contre ses blessures. Le saignement était pire qu'elle ne le craignait. Elle devait appliquer une pression, mais le déplacer pourrait s'avérer fatal. « S'il te plaît, Dieu, guide mes mains » pria-t-elle à haute voix, puis elle commença à travailler avec la force douce qu'il avait portée à travers chaque crise que la vie lui avait lancée. Alors qu'elle s'activait, ses paupières papillonnèrent et s'ouvrirent, révélant les yeux les plus stupéfiants qu'elle ait jamais vus. D'un bleu océan profond, comme des nuages d'orage sur l'eau, remplis de douleur mais rayonnant étrangement de chaleur. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose d'électrique jaillit entre eux, une connexion si profonde qu'elle lui coupa le souffle. « Suis-je mort » murmura-t-il, sa voix rauque de douleur mais étonnamment douce. « Pas si j'ai mon mot à dire » répondit Almeta, surprise par la tendresse dans sa propre voix. « Quel est votre nom ?»« Jim » parvint-il à dire, luttant pour se concentrer sur son visage à travers la douleur. « Jim Rodway. J'essayais de rejoindre mon père. » « Chut, ne gaspillez pas votre énergie à parler. Gardez vos forces. » Elle continua d'appliquer une pression sur ses plaies, surveillant sa respiration pour détecter des signes de choc. « Je suis Almeta. Almeta L. Smith, et je vais prendre grand soin de vous. » Les yeux de Jim se fixèrent sur les siens avec une intensité saisissante. Même à travers sa douleur, elle pouvait voir quelque chose s'agiter dans ses profondeurs bleues, surprise, gratitude, et quelque chose de plus profond pour lequel aucun d'eux n'avait encore de mots. « Vous êtes magnifique » chuchota-t-il, levant la main pour toucher sa joue avec des doigts tachés de sang, comme on toucherait un ange envoyé du ciel. Almeta sentit des larmes se mêler à la pluie sur son visage. « Je ne suis pas un ange, trésor. Juste quelqu'un qui passait par là quand vous aviez besoin d'aide. »« Non, » dit Jim avec une force surprenante, son regard ne vacillant jamais du sien. « Vous avez été envoyé. Je le sens dans mon âme. » Des sirènes hurlèrent au loin à travers la tempête.
Almeta avait appelé le 911 sur son vieux téléphone à Clapey dès qu'elle l'avait trouvé, mais les secours étaient encore à de précieuses minutes. Elle voyait Jim s'effacer, ses beaux yeux s'alourdissant à l'approche de l'inconscience. « Restez avec moi », supplia-t-elle, prenant sa main dans les siennes. « S'il vous plaît, restez avec moi. Battez-vous pour votre vie. »« Et si je n'y arrive pas ?» demanda-t-il, la peur s'insinuant dans sa voix pour la première fois. « Alors je serai juste ici à vos côtés jusqu'à la toute fin », promit Almeta avec une conviction féroce, serrant fort sa main. « Vous ne serez pas seul. Je le jure sur l'âme de ma grand-mère. » L'ambulance arriva dans le chaos, les gyrophares coupant l'obscurité, les ambulanciers criant des ordres alors qu'ils travaillaient pour extraire Jim de l'épave tordue. Tandis qu'ils le stabilisaient et le chargeaient sur une civière, Almeta se retrouva repoussé en arrière, son œuvre de sauvetage terminée. « Attendez » appela Jim faiblement alors qu'il le soulevait vers l'ambulance. « La femme qui m'a sauvé. Où est-elle » Mais quand les ambulanciers regardèrent autour d'eux, Almeta s'était évanouie dans la tempête comme un esprit gardien, ne laissant derrière elle que le souvenir de son visage pour Jim et le précieux médaillon en or de sa grand-mère, arraché de son cou pendant le sauvetage et gisant oublié dans la boue et le métal tordu. Alors que l'ambulance fonçait vers l'hôpital Métro Général, Jim serrait le délicat médaillon dans sa paume, la seule preuve que son ange avait été réel. Il n'avait jamais rien vécu de tel que cette connexion profonde partagée avec cet inconnu qui avait tout risqué pour le sauver. Même à travers sa douleur et sa peur, une pensée brûlait, claire et vive. Il la retrouverait. Peu importe ce qu'il en coûterait. La mort gagnait la course ce soir-là, mais Almeta et Smith avaient entièrement changé les règles. Maintenant, Jim avait une raison de vivre, une raison de se battre, une raison de devenir l'homme digne de l'ange qui avait rampé en enfer pour le ramener à la vie. La tempête passait, mais la véritable tempête, celle qui allait transformer leurs deux vies à jamais, ne faisait que commencer. Chapitre 2, Cœur hanté. Jim Rodway se réveilla face au plafond blanc stérile de l'hôpital Métro Général, et la première sensation ne fut pas une douleur physique. C'était le poids écrasant de la perte s'installant sur sa poitrine comme une pierre tombale gravée de regret. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'accident. 3 jours à dériver entre conscience et ténèbres, tandis que son corps brisé luttait pour guérir. Mais son âme semblait brisée au-delà de la compétence de tout chirurgien. Son père était mort. Les mots résonnaient dans son esprit comme un glas. Il avait manqué les adieux d'exactement 17 minutes qui entraient chaque jour restant de sa vie. Alors qu'il gisait inconscient dans la ferraille tordue, William Rodway avait rendu son dernier soupir, appelant le fils qui n'était jamais venu. « La dernière chose que votre père a dite était votre nom », lui avait dit l'infirmière de nuit hier, ne réalisant pas que ces mots deviendraient l'enfer personnel de Jim. Il continuait à vous demander, disait qu'il devait attendre que Jimmy rentre à la maison. Maintenant, fixant les dalles acoustiques au-dessus de son lit d'hôpital, les côtes bandées et le bras gauche emprisonné dans un plâtre, Jim avait l'impression de se noyer dans un océan de scie seulement. L'empire commercial que son père avait bâti, les milliards d'actifs, le respect et la peur que leur nom de famille inspirait, rien de tout cela ne comptait plus. Ce qui comptait, c'était qu'il avait passé des années à choisir les marges bénéficiaires plutôt que la présence, et maintenant il était éternellement trop tard pour la rédemption. La seule chose qui l'empêchait de s'abandonner complètement au désespoir était le souvenir d'elle, son ange, son salut. La femme aux mains douces et à la détermination féroce qui avait rampé dans un piège mortel pour sauver sa vie sans valeur, Almeta L. Smith. Même son nom était de la poésie, roulant sur sa langue comme une prière chuchotée dans le silence d'une cathédrale. Il l'avait prononcé tant de fois que les infirmières pensaient qu'il souffrait d'un traumatisme crânien. Jim plongea la main dans le tiroir de sa table de nuit et récupéra le délicat médaillon en or, passant son pouce sur ses gravures complexes. C'était clairement une antiquité, usée par des décennies d'amour. À l'intérieur se trouvait une photo délavée d'une vieille femme noire aux yeux bienveillants et au même sourire doux dont il se souvenait de cette nuit de tempête. Sa grand-mère, sans doute. « Où es-tu, Almeta » chuchota-t-il à la pièce vide qui sentait le désinfectant et les rêves brisés. « J'ai besoin de te trouver. J'ai besoin de te remercier de m'avoir donné une raison de vivre. » Mais c'était plus que de la gratitude qui motivait son obsession. Dans ces moments où leurs yeux s'étaient rencontrés dans l'épave, quelque chose de profond s'était produit, une reconnaissance plus profonde que l'attirance, plus forte que le désir. C'était comme si son âme avait enfin trouvé sa paix manquante éparpillée à travers le chaos du métal tordu et de la pluie tombante. Le docteur Reeves entra dans la chambre avec son expression inquiète habituelle, dossier en main. « Comment nous sentons-nous aujourd'hui, Jim ?
Comme si j'avais perdu tout ce qui a jamais compté, répondit Jim avec une honnêteté brutale, sa voix rauque par manque d'usage. Vos blessures guérissent remarquablement bien. Les côtes cassées prendront encore quelques semaines, mais vous êtes jeune et fort. Physiquement, vous vous rétablirez complètement. Et émotionnellement? Jim serra le médaillon plus fort. Mon père est mort parce que je n'ai pas pu le rejoindre à temps. La femme qui m'a sauvé la vie a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Comment se remet-on de ce genre de dévastation? Le docteur Reeves s'installa sur la chaise visiteur, son attitude professionnelle s'adoucissant. Le deuil n'est pas une blessure qu'on guérit, Jim. C'est un fardeau qu'on apprend à porter. Mais vous pouvez choisir comment honorer la mémoire de votre père à l'avenir. Je veux la retrouver, dit Jim avec une détermination soudaine et féroce. La femme qui m'a sauvé. Je dois la retrouver et la remercier correctement. La police n'a pas pu la localiser. Elle n'a laissé aucune coordonnée aux ambulanciers ou aux secouristes. Alors j'engagerai des enquêteurs. Je chercherai dans chaque hôpital, chaque clinique, chaque programme d'infirmiers de tout l'État si nécessaire. La voix de Jim devenait plus forte à chaque mot. Elle est quelque part là dehors, et je vais la trouver même si ça doit prendre le reste de ma vie. À 12 kilomètres de là, dans un studio exigu au-dessus de la laverie de chêne, Almeta L. Smith menait sa propre guerre contre le chagrin et une culpabilité écrasante. Sa grand-mère, la femme qui l'avait élevée avec rien d'autre qu'un amour inconditionnel et des sacrifices sans fin, était décédée une semaine après la tempête, son cœur faible ayant finalement lâché après des mois de déclin. Le timing semblait cruel, perdre sa grand-mère si peu de temps après cette nuit qui avait changé sa vie dans la tempête. « Je suis tellement désolé, grand-mère, chuchota-t-elle au silence oppressant, serrant la photo délavée qui était tout ce qui lui restait. J'ai perdu ton collier. Celui que ta propre mère t'avait donné. Celui que tu portais chaque jour. Je t'ai laissé tomber quand tu avais le plus besoin de moi. Les funérailles avaient eu lieu hier, un simple service au cimetière, auquel assistaient une poignée de voisins âgés et le pasteur Williams de leur petite église baptiste. Almeta avait porté sa seule robe noire, celle avec le trou soigneusement caché près de l'épaule qu'elle avait essayé de dissimuler avec des épingles à nourrice stratégiques. Elle s'était tenue seule à côté du cercueil bon marché, regardant descendre dans le sol impitoyable la femme qui avait été sa mère, son père et sa meilleure amie. Maintenant, elle était assise dans le silence suffocant d'un appartement qui semblait caverneux sans la présence chaleureuse de sa grand-mère. Les factures médicales avaient tout dévoré, leurs maigres économies, les quelques bijoux que sa grand-mère avait chéris, même la petite télévision qui avait été leur seul divertissement. Il ne restait que des souvenirs et le poids écrasant de la solitude. Mais à travers son chagrin, un souvenir continuait de faire surface comme une bouée de sauvetage lancée à une noyée. L'homme dans l'épave, Jim, avec ses yeux bleus océan et la façon dont il l'avait regardée comme si elle était quelque chose de précieux, au lieu de quelqu'un sans valeur. Dans ces moments terrifiants où elle avait pensé qu'il pourrait mourir dans ses bras, elle avait ressenti une connexion si puissante qu'elle lui avait coupé le souffle. « Vous avez été envoyé », avait-il dit avec une telle conviction, et malgré tout, Almeta se surprenait à y croire. Peut-être avait-elle été envoyée, non seulement pour sauver sa vie, mais pour découvrir qu'elle était capable d'être le salut de quelqu'un, que même quelqu'un comme elle, n'ayant rien à offrir d'autre que de la détermination et de l'amour, pouvait faire une différence dans ce monde cruel. On frappa à sa porte, l'attirant de ses pensées en sursaut. Almeta essuya ses yeux et ouvrit pour trouver Madame Chen du rez-de-chaussée, tenant une assiette fumante couverte de papier aluminium. « Poulet et riz », dit la vieille femme dans son anglais prudent, son visage buriné plein de bienveillance. « Toi trop maigre. Besoin manger plus. »« Merci, Madame Chen », parvint à dire Almeta, acceptant l'assiette chaude. « C'est incroyablement gentil de votre part. Tu bonne fille, prendre soin grand-mère comme un ange. Maintenant toi prendre soin de toi, d'accord? Plus pleurer toute seule. » Alors que Madame Chen redescendait en traînant des pieds, Almeta sentit de nouvelles larmes menacées. La gentillesse de quasi-inconnu semblait la défaire complètement ces jours-ci. Elle se surprit à penser à Jim à nouveau. Avait-il survécu à ses blessures? Était-il arrivé au chevet de son père à temps? L'ignorance lui rongeait l'âme comme de l'acide. Elle avait envisagé d'aller à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles. Mais que dirait-elle? Comment pourrait-elle prouver qu'elle était la femme qui l'avait sauvée? Elle n'avait aucune identification, aucun moyen de se vérifier. Et de toute façon, quelle affaire une fille pauvre comme elle avait-elle avec des vêtements de créateur? Leur monde existait dans des univers différents.
La tempête les avait réunis pour un moment miraculeux, mais l'aube avait révélé la dure vérité. Elle n'était personne de spécial, juste une femme qui passait par là quand le destin était intervenu. Mais tard dans la nuit, quand le sommeil la fuyait et que l'appartement ressemblait à un tombeau, Almeta se surprenait à toucher son cou nu où le médaillon aurait dû reposer et se souvenait de la façon dont Jim avait chuchoté son nom. Comme si c'était quelque chose de sacré, comme si elle était quelqu'un qui valait la peine d'être connu, d'être retenu, d'être retrouvé. Almeta L. Smith, chuchota-t-elle pour elle-même, essayant de l'entendre comme lui l'avait fait. Juste pour ce moment dans la tempête, elle avait eu l'impression qu'elle pouvait être l'ange de quelqu'un au lieu d'être le fardeau de quelqu'un. Pendant ce temps, à travers la ville, dans son appartement pantouse surplombant la ligne d'horizon scintillante, Jim se tenait aux baies vitrées, regardant les lumières scintiller en bas comme des étoiles terrestres. Il était sorti de l'hôpital ce matin-là, mais sa maison luxueuse ressemblait à un mausolée rempli du fantôme des attentes de son père. Chaque surface portait des rappels de William Rodway. Le jeu d'échecs ancien sur lequel ils avaient joué quand Jim était jeune, des photos encadrées de voyages d'affaires qu'ils avaient fait ensemble, des contrats qu'ils avaient signés côte à côte en bâtissant leur empire. Le silence était assourdissant. Son téléphone n'avait cessé de sonner, des associés offrant des condoléances creuses, des avocats demandant des signatures pour l'héritage, des journalistes voulant des déclarations sur l'avenir de Rodway Industries. Jim les avait tous ignorés. Que les vautours corporatifs tournent en rond. Il avait des affaires infiniment plus importantes exigeant son attention. Monsieur Blake, dit-il dans son téléphone, appelant le détective privé le plus cher que l'argent puisse acheter. J'ai besoin que vous retrouviez quelqu'un pour moi, une femme nommée Almeta L. Smith. Elle m'a sauvé la vie il y a 3 nuits et je dois la remercier correctement. Pouvez-vous fournir des détails supplémentaires, description physique, âge approximatif, dernière adresse connue? Jim ferma les yeux, ramenant son visage dans une mise au point parfaite dans sa mémoire. Mi-vingtaine, afro-américaine, environ 1,70 m, d'une beauté à couper le souffle. Elle marchait à travers la tempête près de l'autoroute 287 vers minuit. Elle a une formation médicale, elle savait exactement quoi faire quand elle m'a trouvé en train de me vider de mon sang. Ce n'est pas beaucoup d'informations pour travailler, monsieur Rodway. Alors vous feriez mieux de travailler plus dur, dit Jim avec une intensité calme. Je me fiche de ce que ça coûte ou du temps que ça prend, trouvez-la Blake, trouvez mon ange. En raccrochant, Jim toucha à nouveau le médaillon, sentant sa chaleur contre sa paume. Quelque part dans cette vaste ville, son salut était en deuil aussi. Il pouvait le sentir dans ses os, le sentir dans la connexion qui transcendait la distance physique. Le lien qu'ils avaient partagé allait au-delà de l'accident. Il était si profond et absolument indestructible. Je vais te trouver, Almeta. Il promit au ciel nocturne qui scintillait de possibilités. Et quand je le ferai, je passerai tout le temps qu'il me reste à prouver que certaines choses comptent plus que l'argent. Certaines personnes valent tout l'or du monde. Aucun d'eux ne trouva le sommeil cette nuit-là. Tous deux restèrent allongés à regarder différentes sections du même ciel étoilé, tous deux portant des morceaux du cœur de l'autre sans comprendre pleinement l'ampleur de ce qui avait commencé. La tempête était terminée, mais la véritable tempête, celle qui allait remodeler leurs deux vies d'une manière qu'ils ne pouvaient imaginer, commençait tout juste à rassembler ses forces. Chapitre 3, l'ultime sacrifice. 2 semaines après avoir enterré sa grand-mère, Almeta pensait avoir vécu le chagrin le plus profond possible. Elle avait dévastatrice tort. L'appel brisa son sommeil agité à 2h47 du matin, l'attirant de rêves remplis d'yeux bleus orages et de voix douces. Le nom de Keisha clignota sur l'écran fissuré de son téléphone, et le cœur d'Almeta se souleva pour la première fois depuis les funérailles. Sa meilleure amie semblait toujours savoir exactement quand elle avait besoin d'entendre une voix familière. « Ma fille, merci Seigneur tu appelles », chuchota Almeta, s'asseyant dans son lit étroit. « Je suis en train de me noyer ici, et... » Est-ce Almeta Smith? La voix était masculine, officielle et lourde de cette sympathie prudente qui précédait toujours les nouvelles qui détruisent une vie. Le sang d'Almeta se changea en eau glacée dans ses veines. « Oui, qui est-ce? Où est Keisha? » Ici le sergent Martinez de la police du métro. « Madame, je suis profondément désolé de vous informer que Keisha Washington a été tuée dans un accident de la route cette nuit. Elle a été percutée par un conducteur ivre sur le boulevard Martin Luther King vers 1h15. » Les mots frappèrent Almeta comme des coups physiques, chaque syllabe brisant un autre morceau de son cœur déjà fracturé. « Non, Alta-t-elle, sa voix à peine un murmure. Non, ça ne peut pas être vrai.
Elle devait me rendre visite demain. Nous avions des projets. Madame, je comprends que c'est une nouvelle dévastatrice. Mademoiselle Washington vous avait listé comme contact d'urgence. Il y a autre chose dont nous devons discuter d'urgence. Elle avait 3 enfants avec elle, des triplés, 15 mois. Ils ont survécu à l'accident grâce à leur siège auto et sont actuellement à l'hôpital Métro Général. Les services de protection de l'enfance ont besoin de savoir s'il y a de la famille qui peut prendre la garde. Le monde bascula sous Almeta. Les bébés de Keisha. Hope, Faith et Isaiah. 3 anges innocents et parfaits qui étaient maintenant orphelins parce qu'un salaud ivre n'avait pas pris la peine d'appeler un taxi. À 15 mois, ils commençaient tout juste à marcher et à parler, commençaient tout juste à devenir de petites personnes avec des personnalités. Leur père, demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse douloureuse. Aucun père listé sur les certificats de naissance. Mademoiselle Washington était une mère célibataire sans parents connus. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait s'occuper des enfants? J'arrive tout de suite, l'interrompit Almeta, sa voix devenant plus forte malgré les larmes qui ruisselaient sur son visage. Ne laissez personne d'autre les prendre. J'arrive. Elle enfila des vêtements et courut à travers les rues vides, le cœur battant à parts égales de chagrin et d'un but désespéré. Keisha avait été infiniment plus que sa meilleure amie. Elle avait été sa sœur de toutes les manières qui comptaient, sa confidente, la seule personne qui ne l'avait jamais jugée pour être pauvre, sans éducation ou en difficulté. Elles avaient grandi ensemble dans le système de placement, 2 enfants jetables qui avaient trouvé une famille l'une en l'autre, quand le monde n'offrait que déception. Et les bébés de Keisha. Almeta avait été présente à leur naissance, avait tenu chaque petit corps parfait dans ses bras, et juré de les aimer pour toujours. Hope avec sa peau café au lait et ses yeux sombres impossibles de sérieux, Faith avec ses boucles cuivrées et son rire contagieux qui pouvait illuminer la pièce la plus sombre. Isaiah, avec son teint caramel chaud et sa poigne étonnamment forte qui s'était enroulée autour du doigt d'Almeta et avait réclamé son cœur instantanément. L'hôpital Métro Général était un labyrinthe de couloirs fluorescents agressifs et d'odeurs antiseptiques qui lui rappelaient trop douloureusement les derniers jours de sa grand-mère. Elle trouva l'unité de soins intensifs néonatale et pressa son visage contre la vitre d'observation, son cœur se brisant complètement à ce qu'elle vit. Les 3 berceaux se tenaient en une rangée soignée, chacun contenant un bébé pleurant et confus. Hope continuait de tendre les bras à travers les barreaux comme si elle cherchait désespérément le contact familier de sa mère. Le sourire radieux habituel de Faith avait disparu, remplacé par les larmes désemparées d'un nourrisson qui ne comprenait pas pourquoi tout semblait faux. Isaiah émettait de petits gémissements doux que Keisha disait signifier qu'il était effrayé et avait besoin de réconfort. Almeta? Une travailleuse sociale s'approcha, une femme à l'air fatigué aux yeux gentils mais lasses, et un presse-papier plein de chagrin bureaucratique. Je suis Sandra Phillips. Je suis terriblement désolé pour votre perte. Je les veux, dit Almeta, sans préambule, ne quittant jamais les bébés des yeux. Les enfants de Keisha, je veux les ramener à la maison avec moi. Sandra soupira avec une patience rodée. Je comprends l'impulsion émotionnelle d'aider, mais s'occuper de 3 nourrissons simultanément est une responsabilité énorme. Êtes-vous marié? Avez-vous un soutien familial, un emploi stable et un logement adéquat? Almeta se tourna enfin de la fenêtre, la mâchoire serrée avec la même détermination féroce qui l'avait poussé à ramper dans une voiture accidentée pour sauver la vie d'un inconnu. J'ai de l'amour. C'est ce qui compte le plus. L'amour ne paie pas le lait maternisé, les couches, la garderie ou les factures médicales, dit Sandra, doucement mais fermement. Ces enfants ont des besoins importants. L'État exige des preuves d'eux. Ces enfants ont besoin de quelqu'un qui connaissait leur mère intimement, l'interrompit Almeta, sa voix devenant passionnée. Quelqu'un qui était là quand ils sont nés, qui sait que Hope aime être bercé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et que Faith a besoin d'entendre chanter pour s'endormir, et qu'Isaiah se calme quand on fredonne des hymnes gospel. Ils ont besoin de quelqu'un qui aimait Keisha assez pour mourir pour elle, et qui les aimera avec ce même dévouement féroce. Sandra l'étudia attentivement. Où travaillez-vous, Almeta? Je suis entre 2 emplois actuellement, admit Almeta, détestant à quel point cela semblait pathétique. Mais je trouverai du travail. Je ferai 3 boulots s'il le faut. Situation de logement actuelle? Un studio sur M Street. Elle ne mentionna pas qu'il était au-dessus d'une laverie dans le pire quartier de la ville, ou que son loyer avait déjà 3 semaines de retard. Madame Smith, j'admire vraiment votre cœur, mais l'État a des exigences strictes avant de placer des enfants, surtout 3 à la fois.
Vous auriez besoin d'un logement plus grand, d'un revenu stable, de références de moralité, de preuves de stabilité. Combien de temps ai-je, demanda Almeta, regardant Hope continuer à tendre désespérément les bras à travers les barreaux du lit. 72 heures pour démontrer que vous pouvez fournir des soins adéquats. Sinon, ils seront placés en famille d'accueil, très probablement séparés dans différents foyers. La pensée de ces précieux bébés, l'héritage de Keisha, étant déchiré et éparpillé chez des étrangers, rendit Almeta physiquement malade. Keisha avait grandi en famille d'accueil, ballottée de maison en maison comme un fardeau indésirable. Elle avait juré que ses enfants ne connaîtraient jamais cette forme particulière de chagrin. « Je ferai en sorte que ça marche », dit Almeta, avec une conviction inébranlable. « Quoi qu'il en coûte, je ferai en sorte que ça marche. » Les 2 semaines suivantes se brouillèrent dans un flou de détermination désespérée. Almeta avait déjà repéré un appartement plus grand, et elle utilisa ses relations du programme d'infirmier pour obtenir à la fois un poste de week-end dans une clinique locale et des heures supplémentaires à son emploi de ménage actuel. Elle mentit éhontément à 3 employeurs potentiels différents sur son expérience, obtenant finalement un quart de nuit dans un restaurant ouvert 24h24 et un quart de jour pour nettoyer des bureaux au centre-ville. Quand elle dormirait devenait un problème pour plus tard. Elle acheta un berceau d'occasion chez Goodwill et créa 2 espaces de couchage supplémentaires à partir de boîtes en carton doublées de couvertures douces. Le lait maternisé, les couches et les vêtements de bébé du magasin à $1 étirèrent ses maigres ressources jusqu'au point de rupture. Ce n'était pas grand-chose, mais cela représentait tout ce qu'elle avait à donner. Le 3e jour, Sandra arriva au nouvel appartement avec les bébés et une épaisse pile de documents juridiques. « C'est hautement irrégulier », prévint-elle, regardant Almeta installer Hope dans ses bras tremblants. « Vous serez surveillé de près. À la moindre indication que vous ne pouvez pas gérer cette responsabilité. »« Je peux tout gérer pour ces enfants », dit fermement Almeta, sentant Fett se blottir avec confiance contre sa poitrine tandis qu'Isaiah enroulait ses minuscules doigts autour des siens. « Ils sont à moi maintenant, ce sont mes bébés, et je suis leur maman. » Après le départ de Sandra, Almeta s'affaissa sur le sol de son appartement presque vide avec les 3 bébés autour d'elle, s'autorisant enfin à libérer le chagrin qu'elle avait retenu. Pas des larmes silencieuses et dignes, mais des sanglots bruts et déchirants qui venaient des chambres les plus profondes de son âme. « Je suis désolé, Keisha, chuchota-t-elle à travers ses larmes. Je suis désolé de n'avoir pas pu te sauver comme j'ai sauvé cet inconnu dans la tempête. Je suis désolé que tes bébés grandissent pauvres comme nous, mais je jure sur la tombe de ma grand-mère qu'ils ne douteront jamais qu'ils sont aimés, ils ne se sentiront jamais abandonnés ou seuls. Je te le promets sur ma vie. » Hope la regarda avec ses yeux sombres impossibles de sérieux comme si elle comprenait chaque mot. Fett tendit la main vers le visage d'Almeta avec de petits doigts curieux, et Isaiah fit ce doux gazouillis qui signifiait qu'il se sentait en sécurité et protégé. Hope, Fett, Isaiah, dit doucement Almeta, testant leur nom sur sa langue comme une prière sacrée. Vous êtes à moi maintenant, et je suis à vous. Je vais vous aimer si férocement que ça compensera tout ce que ce monde cruel essaiera de vous prendre. La première nuit fut le chaos incarné. Les bébés pleuraient par tours parfaitement chronométrés, comme s'ils avaient coordonné leur détresse pour assurer un épuisement maximal. Almeta fit les 100 pas pendant des heures, en berçant un pendant que les 2 autres attendaient leur tour. Elle chanta toutes les berceuses dont elle se souvenait, fredonna chaque hymne gospel que sa grand-mère lui avait appris, et chuchota des promesses qu'elle n'avait aucune idée de comment tenir sur terre. À l'aube, elle était totalement épuisée, complètement dépassée, et plus terrifiée qu'elle ne l'avait jamais été. Mais quand Fett s'endormit enfin dans ses bras, son petit poing recroquevillé contre le cou d'Almeta en parfaite confiance, elle sut qu'elle avait fait le seul choix avec lequel son cœur pouvait vivre. Ses bébés étaient son but maintenant, sa raison de continuer à se battre quand tout le reste semblait sans espoir. Alors que la lumière du soleil matinal pénétrait à travers leurs petites fenêtres, Almeta pensa à l'homme de la tempête. Jim, avec ses beaux yeux bleus et sa voix douce. Elle se demanda s'il avait jamais connu un amour comme celui-ci, si féroce qu'il changeait la structure fondamentale de votre âme. Elle se demanda s'il avait survécu à ses blessures, s'il avait rejoint son père à temps. Plus important encore, elle se demanda s'il comprendrait pourquoi elle avait choisi cette vie écrasante, 3 bébés et une montagne de difficultés, plutôt que le chemin plus facile de laisser l'État tout gérer. Quelque chose au fond de son cœur lui suggérait qu'il comprendrait. Quelque chose dans la façon dont il l'avait regardé dans ces moments entre la vie et la mort lui disait qu'il comprenait le sacrifice, comprenait ce que signifiait faire passer l'amour avant la logique et les cœurs avant la commodité. Un jour, chuchota-t-elle au visage endormi de Fett, je vous raconterai la nuit où j'ai appris que certaines choses valent la peine de mourir pour elles,
et certaines choses, comme vous, 3 anges précieux, valent la peine de vivre pour elle, peu importe à quel point c'est dur. Dehors, le monde s'éveillait à une autre journée ordinaire, mais à l'intérieur de l'appartement 3B, Almeta et Smith commençaient le voyage extraordinaire d'aimer 3 enfants avec le cœur sans limite d'une femme qui avait tout perdu et tout trouvé dans le même souffle. La route à suivre serait impossiblement difficile, mais elle la parcourait volontiers pour le privilège d'être leur maman. Chapitre 4, Murmure cruel. 2 ans, 730 jours à aimer 3 enfants de chaque fibre de son être, et pourtant les murmures suivaient Almeta comme du poison partout où elle allait. Regardez-la parader avec ses bébés, 3 pères différents c'est garanti, sans honte d'avoir des enfants qu'elle ne peut pas se permettre de nourrir correctement. J'ai entendu dire que c'est une de ces femmes qui se vendent, comment sinon quelqu'un comme elle pourrait-il s'en sortir? Les mots cruels coupaient plus profondément que le vent d'hiver, mais Almeta avait appris à continuer à marcher la tête haute même quand son cœur saignait. Elle poussait la poussette d'occasion sur le trottoir fissuré de Maple Street, 3 magnifiques tout petits babillants et pointant le monde du doigt avec un émerveillement innocent qui rendait chaque sacrifice digne d'intérêt. Hope, maintenant âgée de 3 ans et demi, était assise royalement à l'avant avec ses yeux sombres et sérieux absorbant tout comme si elle cataloguait les détails pour une référence future. Elle était la penseuse profonde, lisant déjà des mots simples et formant des phrases complètes avec une précision soignée. Fête rebondissait à côté d'elle, ses boucles cuivrées captant la lumière du soleil de l'après-midi alors qu'elle babillait joyeusement à chaque personne qu'il croisait. Et Isaiah, en sécurité à l'arrière, fredonnait l'une des chansons gospel qu'Almeta chantait pendant leur routine du coucher, sa voix douce et pure malgré son jeune âge. Ils étaient absolument parfaits, intelligents, aimants, résilients, des enfants qui méritaient infiniment mieux que le jugement qui les suivait comme un nuage sombre. « Maman, pourquoi cette dame continue-t-elle de nous fixer avec des yeux méchants » demanda Hope de sa voix claire et observatrice, pointant vers Madame Henderson qui se tenait sur son porche, les bras croisés, irradiant la désapprobation comme la chaleur d'une fournaise. Le cœur d'Almeta se serra douloureusement. À peine 3 ans, et Hope remarquait déjà les regards, les murmures, la façon dont les gens traitaient leur petite famille différemment. Certaines personnes ne comprennent pas les familles comme la nôtre, ma chérie, mais c'est leur problème, pas le nôtre. Sommes-nous différents, intervint Fête, sa disposition ensoleillée temporairement assombrie par la confusion. Nous sommes spéciaux, dit fermement Almeta, s'arrêtant pour s'agenouiller à côté de la poussette. Je vous aime tous les 3 plus que toutes les étoiles du ciel, et cet amour fait de nous la famille la plus forte du monde. Rappelez-vous ça quand les gens disent des choses méchantes. Isaiah tendit la main pour tapoter sa joue avec sa petite main collante. Aime-toi aussi, maman. Aime-toi le plus grand. Ces mots simples faillirent détruire son calme comme il le faisait à chaque fois. Ses enfants l'appelaient maman avec une confiance si totale, une affection si pure que cela faisait passer toutes les nuits blanches et les crampes d'estomac vides pour de petits prix à payer. Ils continuèrent vers le marché de Murphy. Les billets soigneusement comptés d'Almeta se froissaient dans son sac à main usé. 41,37 $ pour tenir jusqu'à vendredi. Elle avait calculé 3 fois, du lait maternisé pour Fête qui restait difficile avec la nourriture solide, du lait pour les 2 plus grands, du pain, du beurre de cacahuète, et si la chance leur souriait, peut-être un peu de poulet pour les tirer en soupe pour la semaine. Les portes coulissantes s'ouvrirent dans un souffle d'épuisement mécanique, et immédiatement Almeta sentit le poids familier du jugement s'installer sur ses épaules comme du plomb. Les conversations se turent à leur passage, les yeux suivirent leur progression dans chaque allée, et elle entendit les commentaires chuchotés que les gens pensaient qu'elle ne pouvait pas détecter. 3 bébés et aucun mari en vue, absolument honteux. J'ai entendu dire qu'elle ne sait même pas qui est leur père. Vivre des aides gouvernementales pendant que les gens honnêtes travaillent, si seulement ils savaient la vérité. Si seulement ils comprenaient qu'Almeta cumulait 3 emplois exigeants, nettoyer des bureaux de 4 h à 8 h du matin, garder les enfants de Madame Rodriguez de 8 h 30 à 15 h, et mettre en rayon au marché du coin de 20 h à minuit. Elle survivait avec 4 heures de sommeil, vivait de café et de pure détermination, et chaque centime durement gagné allait directement aux soins de Hope, Fête et Isaiah. Mais elle ne pouvait pas révéler la vérité sur Keisha sans déshonorer la mémoire de sa meilleure amie. L'explication ne ferait que générer plus de questions, plus de jugements, plus d'opportunités pour les esprits étroits de trouver à redire. Mieux valait endurer leurs suppositions et se concentrer sur ce qui comptait vraiment, aimer ses précieux enfants. « Maman, j'ai soif », chuchota Isaiah en tirant doucement sur sa veste délavée. « Quand on rentrera à la maison, bébé, maman a du bon jus qui t'attend. » Elle ne mentionna pas que le jus était principalement de l'eau avec un trait de concentré de pomme pour faire durer leur réserve plus longtemps. Les enfants ne se plaignaient jamais,
ne demandaient jamais plus que ce qu'elle pouvait fournir. Parfois, leur contentement lui brisait le cœur plus complètement que des larmes ne l'auraient fait. À la caisse, la honte familière la submergea alors qu'elle comptait les billets et les pièces, parfaitement consciente des gens derrière elle observant chaque transaction avec un dédain à peine dissimulé. Madame Patterson, de leur petite église baptiste, se tourna avec un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux calculateurs. « Almeta, ma chère, comment t'en sors-tu avec ces 3 petits ? » « Nous nous en sortons très bien, Madame Patterson. »« Merci de demander. Cela doit être incroyablement difficile, surtout sans. » Elle marqua une pause significative, jetant un coup d'œil aux enfants. « Eh bien, sans soutien masculin approprié. As-tu envisagé qu'il existe des programmes d'aide pour les femmes dans ta situation particulière ?» La condescendance dégoulinant de sa voix fit se serrer la mâchoire d'Almeta, mais elle se força à un sourire poli. « Quelle situation serait-ce, madame ?» Madame Patterson s'empourpra, réalisant qu'elle s'était aventurée sur un terrain qu'elle ne pouvait pas naviguer avec grâce. « Eh bien, je voulais simplement dire que 3 enfants, c'est écrasant pour n'importe qui à gérer seul. »« Je ne suis jamais seule, » dit Almeta doucement, rassemblant Hawk dans ses bras alors que la petite fille commençait à s'agiter, sentant la tension des adultes. « J'ai tout ce dont j'ai besoin juste ici avec moi. » En sortant du magasin, Hope leva les yeux avec ce regard sage et perspicace. « Cette dame de l'église était méchante avec toi, n'est-ce pas, maman ?» Le cœur d'Almeta se fractura un peu plus. Parfois, les adultes disent des choses irréfléchies sans considérer comment elles affectent les autres. Mais ce n'est pas ton souci, ma précieuse fille. Ton seul travail est d'être heureuse, en bonne santé et aimée. Je suis aimée, déclara Hope, avec la certitude absolue d'une enfant qui ne l'avait jamais remis en question. Tu nous aimes plus grand que l'univers entier. En rentrant chez eux à travers leur quartier, une collection d'appartements délabrés, de fenêtres à barreaux et de rêves brisés, Almeta réfléchit à quel point leur vie avait changé radicalement depuis cette nuit de tempête. Parfois, dans les moments calmes avant l'aube, quand elle s'autorisait à penser à Jim Rodway, elle se demandait ce qu'il était devenu. S'était-il complètement remis de ses blessures, avait-il trouvé la paix avec la mort de son père? Elle faisait encore des rêves à son sujet occasionnellement. Enfin. Ses yeux bleus tempête, la façon dont il l'avait regardée comme si elle était précieuse, et non quelqu'un à prendre en pitié. Dans ses rêves, il la retrouvait, lui disait qu'elle était belle, lui donnait l'impression d'être l'ange qu'il avait nommé cette nuit-là. Mais les rêves étaient un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. La réalité, c'était 3 enfants affamés, des factures en retard et des voisins qui pensaient tout savoir de son histoire. Le soleil de l'après-midi se couchait lorsqu'ils atteignirent leur immeuble, un bâtiment de 3 étages sans ascenseur à la peinture écaillée, dont la marche d'entrée cassée n'avait toujours pas été réparée par le propriétaire. Madame Williams, du 2A, se tenait sur son balcon, les bras croisés, observant leur approche avec une désapprobation manifeste. « Bon après-midi, Madame Williams, » lança poliment Almeta, bien qu'elle sût ce qui l'attendait. « Ces enfants sont de plus en plus bruyants chaque jour, » se plaignit Madame Williams d'une voix forte. Tous ces pleurs et ce chahut à toute heure. Certains d'entre nous ont un travail honnête et ont besoin de dormir. Almeta ravala sa réponse, elle qui travaillait 2 fois plus d'heures que Madame Williams ne l'avait jamais fait. Je ferai en sorte qu'ils fassent moins de bruit. Ils sont juste excités d'être dehors. Eh bien, il ferait mieux d'apprendre la discipline. J'envisage de parler aux propriétaires des locataires à problème. La menace était claire comme de l'eau de roche, et elle terrifiait Almeta plus qu'elle ne voulait l'admettre. S'il perdait cet appartement, elle n'avait nulle part où aller avec 3 tout-petits. La liste d'attente pour les logements sociaux était longue de 2 ans, et les foyers familiaux séparaient souvent les mères des enfants. À l'étage, dans leur appartement exigu, Almeta entama la routine du soir qui était devenue leur salut, préparation du dîner, histoire à l'heure du bain et berceuse. Elle regarda Opédée patiemment faite avec sa tasse à bec, vit Isaiah partager spontanément ses biscuits sans qu'on le lui demande, et s'émerveilla de voir tant d'amour véritable s'épanouir dans un espace si limité. « Raconte-nous l'histoire de la princesse qui a sauvé le prince », demanda Fête alors qu'Almeta les bordait dans leur coin nuit commun. Un matelas à même le sol avec des couvertures soigneusement disposées pour la sécurité. C'était leur conte préféré, une histoire qu'Almeta avait créée à partir de fragments de cette nuit d'orage. Dans sa version, une princesse courageuse trouvait un prince blessé et lui sauvait la vie grâce à son cœur vaillant. Le prince, reconnaissant, passait le reste de ses jours à veiller à ce que personne ne soit plus jamais méchant avec la princesse.
Est-ce que la princesse a eu des bébés comme nous demanda Isaïa d'une voix ensommeillée. La princesse avait les enfants les plus merveilleux de tout le royaume, dit doucement Almeta en caressant ses cheveux soyeux. Et elle les aimait si fort que son amour les rendait plus forts que tous les mots cruels que les gens pouvaient dire. On est fort, Mema, chuchota Hope. Vous êtes les enfants les plus forts, les plus courageux et les plus extraordinaires qui aient jamais vécu, l'assura Almeta. Et peu importe ce que les gens disent ou pensent, souvenez-vous que vous êtes profondément aimés, totalement désirés et absolument parfaits tels que vous êtes. Alors que les enfants sombraient dans un sommeil paisible, Almeta s'assit à côté de leur lit de fortune, observant leur visage serein dans la lumière tamisée qui filtrait à travers les fins rideaux. Demain apporterait son lot de chuchotements, de jugements et de luttes. Mais ce soir, en cet instant précieux, ils étaient en sécurité, aimés et ensemble. Elle se surprit à penser à nouveau à Jim Rodway, se demandant s'il comprendrait un jour le choix qu'elle avait fait. Aimer farouchement malgré le jugement, tout sacrifier pour des enfants qui n'étaient pas biologiquement les siens, mais qui appartenaient entièrement à son cœur. Elle espérait que, peu importe où la vie l'avait mené, quelles que soient ses circonstances, il avait découvert ce même genre d'amour transformateur qui rendait toutes les épreuves supportables. Merci, Keisha, chuchota-t-elle à l'obscurité grandissante. Merci de m'avoir confié tes plus grands trésors. Je promets que je ne les laisserai jamais oublier à quel point leur première maman les aimait, et je m'assurerai qu'ils sachent toujours à quel point leur deuxième maman les aime aussi. Dehors, le quartier s'installait dans sa symphonie habituelle de sirènes, de cris et de musique lointaine provenant des fenêtres ouvertes. Mais à l'intérieur de l'appartement 3B, 3 enfants dormaient paisiblement sous la protection farouche d'une femme dont l'amour était plus fort que la pauvreté, le jugement ou la peur. Chapitre 5, la découverte. L'appel arriva un mardi matin qui semblait ordinaire, mais qui allait tout changer à jamais. Jim Rodway se tenait dans son bureau d'angle au 42e étage, contemplant la ville qui s'étendait en contrebas comme une jungle de béton faite de rêves brisés. 8 mois, 3 semaines et 6 jours depuis l'accident. Il connaissait le compte exact parce qu'il avait marqué chaque jour comme un prisonnier attendant sa libération conditionnelle, vivant pour le moment où il la retrouverait. Monsieur Rodway. La voix de son assistante grésilla dans l'interphone. Monsieur Blake est là pour vous voir. Thomas Blake, le détective privé qui cherchait Almeta, entra avec une expression que Jim avait appris à lire comme des nuages d'orage. Aujourd'hui, quelque chose de fondamental était différent. Aujourd'hui, Blake avait l'air d'un homme qui détenait une nouvelle importante. Vous l'avez trouvé il y a 6 mois, dit Jim, sans s'embarrasser de questions. Il le sentait dans ses os, de la même manière qu'il avait senti sa présence cette nuit-là dans la tempête. Je l'ai trouvé il y a 6 mois, confirma Blake, posant un dossier beige sur le bureau en acajou de Jim avec une gravité cérémonieuse. Mais Jim, je voulais comprendre complètement sa situation avant que nous ne l'approchions, et vous aviez besoin de temps pour faire le deuil de votre père. Sa situation est bien plus complexe que nous ne l'imaginions. Le cœur de Jim martelait ses côtes alors qu'il ouvrait le dossier de ses mains tremblantes. La première image lui coupa le souffle, une photo prise au téléobjectif montrant Almeta marchant dans une rue délabrée, poussant une poussette contenant 3 petits-enfants. Même de loin, même après 2 années angoissantes, elle restait d'une beauté à couper le souffle. Son visage avait mûri, montrant la lassitude qui vient quand on porte des fardeaux impossibles sur de frêles épaules. Mais ses yeux contenaient toujours cette force douce qui lui avait sauvé la vie. 3 enfants, dit Blake doucement, observant attentivement la réaction de Jim. Des triplés, environ 2 ans et demi. Jim fixa la photo, son esprit vacillant sous les implications. 3 enfants, nés à peu près au moment de leur rencontre fatidique, les possibilités mathématiques le frappèrent comme un coup physique, et pendant un instant, respirer devint impossible. Sont-ils ? Il ne put terminer la question dévastatrice. Je ne crois pas qu'ils soient de vous, et mon enquête a confirmé qu'ils ne le sont pas, dit Blake avec prudence. Ce sont les enfants de sa meilleure amie décédée, Keisha Washington. Les certificats de naissance, les dossiers hospitaliers, tout concorde. Mais le quartier ne le sait pas, et il y a bien plus dans cette histoire. Jim, elle vit dans un quartier extrêmement difficile, survit à peine d'après ce que je peux observer, et les résidents locaux. Ils sont incroyablement cruels avec elle. Les mains de Jim tremblèrent alors qu'il examinait d'autres photos. Almeta dans une épicerie, comptant des pièces avec une précision déchirante. Almeta quittant un immeuble à l'aube, partant clairement travailler pendant que les enfants dormaient. Almeta sur un banc de parc, partageant un seul sandwich entre 4, tandis que d'autres mères chuchotaient et la montraient du doigt avec un mépris non dissimulé.
Que voulez-vous dire par cruel? Sa voix tomba dans un murmure dangereux. Blake se déplaça inconfortablement sur sa chaise. Il y a des ragots vicieux dans tout le quartier. Des rumeurs sur la façon dont elle s'est retrouvée avec 3 enfants. La plupart sont absolument brutaux, Jim. Il croit qu'elle est. Dites-le clairement. Il pense que c'est une prostituée, que les enfants ont des pères différents, qu'elle ne connaît pas leur identité. J'ai entendu certaines des choses que les gens disent quand ils pensent que personne n'écoute, et c'est dévastateur. La rage, pure et incandescente, courut dans les veines de Jim comme de l'acier en fusion. La femme qui avait rampé dans une épave tordue pour lui sauver la vie, qui avait tout risqué pour un parfait étranger, était traitée comme une moins que rien par des gens indignes de respirer le même air qu'elle. Où est-elle? Exigea-t-il, attrapant déjà son manteau avec une détermination mortelle. Jim, attendez. Vous devez considérer cela attentivement. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Peut-être que ces enfants sont les siens, peut-être que les rumeurs contiennent une part de vérité. Ces rumeurs sont des mensonges, dit Jim, avec une certitude absolue et inébranlable. Je connais son âme. J'ai regardé dans ses yeux pendant 10 minutes qui ont changé ma vie, et je sais exactement qui elle est. Elle est incapable des choses qu'il suggère. Comment pouvez-vous être si totalement certain? Jim toucha le médaillon dans sa poche. Il l'avait porté chaque jour pendant 2 ans, un talisman d'espoir et de mémoire inébranlable. Parce qu'elle m'a sauvé la vie sans rien attendre en retour, parce qu'elle a disparu plutôt que d'essayer de profiter de sa bonne action, parce que quand je mourrai, elle m'a tenu la main et m'a promis que je n'affronterai pas la mort seule. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui se vend. C'est le comportement d'un ange marchant parmi nous. Blake soupira, reconnaissant la futilité d'essayer de changer la détermination de fer de Jim. Elle habite au 412 rue Maple, appartement 3B. Jim, je dois vous demander. Qu'avez-vous exactement l'intention de faire? Ce que j'aurais dû faire il y a 2 ans, répondit Jim, se dirigeant vers la porte avec une résolution renouvelée. Je vais retrouver mon ange et m'assurer que personne ne lui fasse plus jamais de mal. Le trajet jusqu'à la rue Maple fit traverser à Jim des quartiers de la ville qu'il n'avait jamais vus, bien qu'il y ait vécu toute sa vie privilégiée. Sa Mercedes semblait absurdement déplacée parmi les véhicules en panne et les terrains vagues, attirant les regards suspects de gens flânant sur les perrons et se rassemblant au coin de rue. Au moment où il atteignit l'immeuble d'Almeta, il comprit parfaitement pourquoi Blake avait semblé si inquiet. Ce n'était pas simplement de la pauvreté. C'était le désespoir rendu manifeste, le genre d'endroit où l'espoir venait mourir lentement et où les rêves étaient des luxes que personne ne pouvait s'offrir. La pensée d'Almeta vivant ici, élevant 3 enfants dans cet environnement, lui donna physiquement la nausée. Il resta dans sa voiture pendant près d'1 heure, observant l'immeuble, rassemblant le courage de monter ses escaliers. Que allait-il dire? Comment aborde-t-on quelqu'un après 2 ans pour lui expliquer qu'on n'a jamais cessé de penser à elle, jamais cessé de l'aimer, malgré moins de 10 minutes de conversation? Un mouvement à une fenêtre du 2e étage capta son attention, un petit visage pressé contre la vitre, une petite fille aux boucles cuivrées saluant avec enthousiasme quelque chose en bas. Puis un autre visage apparut, plus sérieux, avec des yeux sombres qui lui rappelaient puissamment Almeta. Un garçon les rejoignit, et les 3 enfants pressèrent leur visage contre la fenêtre, pointant du doigt et gloussant à quelque chose dans la rue. Le cœur de Jim se serra douloureusement. C'étaient de beaux enfants, visiblement aimés et bien soignés, malgré leurs circonstances difficiles. Mais même de cette distance, il pouvait voir à quel point ils semblaient maigres, comment leurs vêtements flottaient sur leur petit corps. Une porte claqua quelque part, et les enfants disparurent de la fenêtre. Quelques instants plus tard, Almeta émergea de l'immeuble, et le souffle de Jim se bloqua complètement dans sa gorge. Elle était encore plus belle que ses précieux souvenirs ne l'avaient peinte, mais il y avait une fragilité maintenant qui n'existait pas auparavant. Elle marchait comme quelqu'un portant un poids invisible, les épaules carrées en défi contre le jugement du monde. Elle se dirigeait vers l'épicerie du coin, réalisa-t-il, et sous l'impulsion, Jim sortit de sa voiture et la suivit à une distance respectueuse. Il avait besoin de comprendre sa vie quotidienne, de saisir ce à quoi elle faisait face, avant de la perturber par sa présence. À l'intérieur du petit marché, il observa, caché derrière un présentoir de boîtes de conserve, Almeta sélectionnait soigneusement des articles, vérifiant les prix 2 fois, remettant en rayon des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre. Le vendeur, un homme d'âge moyen aux yeux calculateurs et soupçonneux, surveillait chacun de ses mouvements comme si elle allait voler à l'étalage. « T'as de l'argent pour tout ça ?» demanda le vendeur grossièrement alors qu'elle s'approchait du comptoir. «
Oui, monsieur, répondit doucement Almeta, sortant une poignée de billets froissés et les comptant avec un soin minutieux. Je sais pas comment quelqu'un comme toi peut se permettre quoi que ce soit avec 3 gosses et aucun moyen de subsistance visible. À moins que tu fasses de l'argent de la façon dont j'ai entendu dire. L'insulte ignoble resta suspendue dans l'air comme une fumée toxique. Jim vit les mains d'Almeta trembler légèrement, vit son menton se lever avec un défi fier malgré la blessure dans ses yeux, et sentit ses propres mains se serrer en poing. Ça fera 23,47 $, dit le vendeur, ne faisant aucun effort pour cacher son dédain. Almeta compta son argent à nouveau, et Jim fut témoin de l'affaissement de son visage face à la défaite. Il lui manquait peut-être 3 ou 4 $, mais cela aurait pu être 3 cents vu le désespoir qui traversa ses traits. Je vais remettre le lait, dit-elle doucement, tendant la main vers le bidon. Les enfants ont plus besoin de lait que moi de café, murmura-t-elle pour elle-même. Mais Jim entendit chaque mot déchirant, il ne pouvait endurer une seconde de plus. Agissant sans pensée consciente, Jim s'avança et plaça un billet de 50 $ sur le comptoir. Cela devrait tout couvrir, dit-il doucement. Almeta se retourna, et quand leurs yeux se rencontrèrent, le monde entier cessa de tourner. Pendant un moment qui dura une éternité, ils se contentèrent de se regarder, 2 ans de nostalgie, de perte et d'espoir désespérés contenus dans un seul regard électrique. Jim, chuchota T.L., son nom tombant de ses lèvres comme une prière exaucée. Bonjour Almeta, dit-il doucement, s'abreuvant de la vue de son visage bien-aimé. Je te cherche depuis ce qui me semble être une éternité. Le vendeur les regarda tour à tour avec confusion et une irritation croissante. Vous deux, vous vous connaissez? Aucun ne répondit. Ils étaient perdus dans les yeux de l'autre, dans le souvenir d'une nuit d'orage qui avait changé leurs deux vies irrévocablement. Je pensais que tu étais peut-être mort, dit Almeta, sa voix à peine audible. Je suis allé à l'hôpital à plusieurs reprises, mais ils ont dit que tu étais sorti, et je ne connaissais pas ton nom de famille, et je. Tu es allé à l'hôpital. Jim fit un pas de plus, incapable de croire ce qu'il entendait. Tu m'as cherché? Chaque jour pendant 3 semaines, admit-elle, des larmes commençant à se former dans ses beaux yeux. J'avais juste besoin de savoir que tu avais survécu, que tu avais rejoint ton père à temps. Le cœur de Jim se brisa et se reconstruisit au même instant. Elle l'avait cherché. Elle s'était assez souciée de lui pour s'inquiéter, pour espérer, pour tenter de le retrouver. Pendant tout ce temps, il avait cru qu'elle avait simplement disparu parce qu'elle ne voulait plus le revoir. Je ne suis pas arrivé à temps, dit-il doucement. Mon père est mort pendant que j'étais inconscient. Mais Almeta, tu m'as sauvé la vie. Tu m'as donné une chance de vivre, de devenir un homme meilleur que je ne l'étais avant cette nuit-là. J'ai essayé de te trouver, pour pouvoir te remercier, pour pouvoir. Excusez-moi, l'interrompit bruyamment le vendeur. C'est pas un club de rencontre ici. Vous achetez quelque chose ou non? Jim se tourna pour regarder l'homme, et quelque chose dans son expression fit reculer involontairement le vendeur. Donnez-nous un moment, dit-il, d'une voix qui avait réduit au silence des salles de conseil remplies de cadres agressifs. Jim, dit Almeta avec urgence, tu ne devrais pas être ici, ce quartier n'est pas sûr pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi. Elle fit un geste impuissant vers son costume coûteux, sa coupe de cheveux parfaite, la montre à son poignet qui coûtait probablement plus que son loyer annuel. Tu n'appartiens pas à ce monde. Ta vie et la mienne, elles existent dans des univers complètement différents. Le seul univers qui m'importe est celui où tu te trouves, dit Jim avec ferveur. Almeta, je n'ai pas connu un seul jour de paix véritable depuis cette nuit-là. Je pense à toi chaque matin quand je me réveille et chaque soir avant de dormir. J'ai porté le médaillon de ta grand-mère comme une relique sacrée, espérant qu'un jour je pourrais te le rendre. Sa main vola à sa gorge, à l'endroit où le médaillon aurait dû reposer. Tu l'as? Le collier de ma grand-mère? Jim sortit la chaîne délicate de sa poche, et les larmes d'Almeta débordèrent enfin. Elle tendit la main avec des doigts tremblants, puis s'arrêta. Je ne peux pas, chuchota T.L. Les gens ici, s'ils me voient parler à un homme comme toi, les rumeurs deviendront infiniment pires. Les enfants ne méritent pas de souffrir davantage à cause de moi. Quelle rumeur? Demanda Jim, bien que Blake lui ait déjà expliqué. Almeta détourna le regard, la honte colorant ses joues. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu sois vivant et en sécurité, et maintenant tu dois retourner à ta vie et m'oublier. Je ne pourrai jamais t'oublier, dit Jim avec passion.
Et je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas parlé de ces enfants, de pourquoi tu vis comme ça, de ce qui se passe vraiment. » Avant qu'Almeta ne puisse répondre, le vendeur claqua sa main sur le comptoir. « J'ai dit que c'est pas un club de rencontre, achetez ou sortez. » Jim fixa l'homme d'un regard qui aurait pu geler les flammes de l'enfer. « J'achèterai tout ce magasin si cela signifie que je peux parler à cette femme en paix. Maintenant, reculez et laissez-nous de l'espace, où trouvez-vous un nouvel emploi ?» Les yeux du vendeur s'écarquillèrent alors qu'il enregistrait la richesse et l'autorité évidente de Jim. Il battit en retraite derrière le comptoir, marmonnant dans sa barbe, mais n'osant plus interrompre. « S'il te plaît, » chuchota Almeta, regardant nerveusement autour d'elle les autres clients qui commençaient à fixer avec une curiosité non dissimulée. « Pas ici. Si tu veux vraiment parler, retrouve-moi à Washington Park demain à midi. Mais Jim, je te préviens. Quand tu entendras mon histoire, quand tu comprendras ce que les gens pensent de moi, tu regretteras de m'avoir trouvé. » « Il n'y a rien que tu puisses me dire qui me ferait regretter de t'avoir trouvé, » dit Jim, avec une conviction absolue. « Rien dans ce monde ni dans l'autre. » Almeta rassembla ses courses d'une main tremblante, puis le regarda une dernière fois avec des yeux pleins de douleur, d'espoir et d'un amour désespéré. « Demain à midi, » dit-elle doucement. « Et, Jim, merci pour le lait. Les enfants, ils en ont vraiment besoin. » Elle partit sans un autre mot, et Jim resta debout dans le marché miteux, ayant l'impression d'avoir été frappé par la foudre. Elle était vivante, elle était là, et demain il apprendrait enfin la vérité sur la femme qui hantait ses rêves depuis 2 années interminables. En retournant à sa voiture, Jim remarqua les regards, les chuchotements, la façon dont les gens le regardaient avec suspicion et curiosité. Si c'était ce qu'Almeta affrontait chaque jour simplement parce qu'elle était pauvre, il ne pouvait qu'imaginer ce qu'elle endurait à cause des rumeurs vicieuses sur ses enfants. Demain, décida-t-il avec une détermination de fer, tout changerait. Demain, il commencerait le processus pour s'assurer que son ange n'ait plus jamais à affronter seul la cruauté du monde. Chapitre 6, l'approche. Almeta arriva à Washington Park avec 30 minutes d'avance. Ses nerfs étaient tendus comme des cordes de violon. Elle avait à peine dormi la nuit précédente, déchirée entre un espoir désespéré et une terreur paralysante. L'espoir que peut-être, d'une manière ou d'une autre, Jim Rodway pourrait être le miracle pour lequel elle n'avait jamais osé prier. La terreur qu'une fois qu'il apprendrait la vérité sur sa vie, il la regarderait avec ce même dégoût qui était devenu son pain quotidien. Elle s'assit sur un banc patiné près de l'aire de jeu, regardant les enfants des quartiers plus riches jouer sur des équipements qu'elle ne pourrait jamais offrir à Hope, Faith et Isaiah. Leurs vêtements étaient immaculés et neufs, leurs rires insouciants d'une manière qui lui faisait mal au cœur. Son téléphone vibra, Madame Rodriguez confirmait qu'elle pouvait garder les enfants 1 heure de plus. Almeta avait inventé une histoire d'entretien d'embauche, ne voulant pas s'expliquer au sujet de Jim. Comment pouvait-elle donner un sens à quelque chose qu'elle ne comprenait pas elle-même ? « Tu es venu. » La voix derrière elle était douce, révérencieuse, et Almeta se tourna pour voir Jim approcher à pas prudents. Il avait l'air différent en vêtements décontractés, un jean foncé et un simple pull bleu qui rendait ses yeux encore plus saisissants. Mais il irradiait toujours cette confiance qui venait d'une vie où les portes s'ouvraient et les problèmes se dissolvaient avec l'argent. « Je n'étais pas tout à fait certaine que vous viendriez, » admit-elle, l'invitant d'un geste à s'asseoir à côté d'elle. « J'aurais attendu ici toute la journée si nécessaire, » dit Jim, s'installant soigneusement près d'elle tout en laissant un espace respectueux. « Toute la semaine, toute l'année, peu importe le temps qu'il aurait fallu. » La sincérité dans sa voix lui serra douloureusement la poitrine. « Pourquoi, Jim ? Pourquoi me cherchiez-vous ? Vous ne me devez rien. J'ai simplement fait ce que n'importe quelle personne décente aurait fait. » « C'est là que vous avez absolument tort, » dit-il doucement, sortant le médaillon de sa grand-mère de sa poche et le lui tendant. « Tout le monde n'aurait pas risqué sa vie pour un parfait inconnu. Tout le monde ne serait pas resté avec moi, ne m'aurait pas réconforté, ne se serait pas assuré que je n'étais pas seul. Tu m'as donné plus que ma vie cette nuit-là, Almeta. Tu m'as donné de l'espoir quand je n'en avais plus. » Elle accepta le médaillon avec des doigts tremblants, sentant le poids familier contre sa paume. Pendant 8 mois, elle avait pleuré sa perte presque aussi profondément que la mort de sa grand-mère. Maintenant, le récupérer lui donnait l'impression de reconquérir un morceau de son âme. « Je ne peux pas accepter, quelle que soit la dette que vous pensez avoir envers moi. Je ne suis pas. Jim, je ne suis pas la personne que vous pensez. Alors dis-moi qui tu es, » dit-il doucement, sa voix empreinte d'une patience infinie. « Parle-moi de ta vie, des enfants.
Aide-moi à comprendre la vérité. Almeta regarda vers l'aire de jeu, rassemblant son courage. Ces enfants, c'est compliqué, dit-elle doucement, testant les os. Leur situation n'est pas ce que les gens supposent. Elle sentit l'attention de Jim s'intensifier, le sentit se pencher légèrement plus près sans envahir son espace. J'aimerais comprendre, si tu es prête à partager. Les gens dans mon quartier, ils ne connaissent pas la vérité. Ils pensent. Ils pensent que je suis une prostituée. Ils croient que j'ai eu 3 bébés avec des hommes différents et que je ne sais même pas qui sont les pères. Ils pensent que je suis une ordure qui marche sur terre. Les mots restèrent suspendus entre eux comme une plaie ouverte. Almeta ne pouvait se résoudre à regarder le visage de Jim, ne pouvait supporter d'être témoin du moment où la compréhension se ferait jour et où son opinion changerait. « Et tu les laisses penser ça ?» dit Jim lentement, sa voix remplie de quelque chose qui ressemblait à de l'admiration, pour protéger la mémoire de quelqu'un. La tête d'Almeta se releva brusquement sous le choc. Il n'y avait aucun jugement dans son expression, aucun dégoût ni déception, seulement une sorte de profond respect qui la faisait se sentir simultanément exposée et chérie. Leur mère était ma meilleure amie, Keisha. Elle est morte dans un accident de voiture quand ils avaient 15 mois. Je ne pouvais pas laisser les gens raconter des ragots sur elle, alors je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient sur moi. Et tu as sacrifié ta réputation pour honorer la mémoire de ton ami, dit Jim, avec une conviction absolue. Je t'ai observé avec eux hier, Almeta. Je n'ai jamais vu d'enfants qui semblaient plus aimés, plus en sécurité, malgré tout ce qu'ils affrontent. Ce sont des enfants incroyables, dit-elle, les larmes menaçant de couler. Hope et brillante, elle lit déjà des mots simples. Faites à ce rire qui pourrait faire pleurer de joie les anges, et Isaiah a une voix comme du miel liquide quand il chante. Ils ont menti. Ils ont quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, dit fermement Jim. Ils ont une mère qui les aime inconditionnellement. As-tu la moindre idée de la rareté et de la préciosité de cela? Une mère qui peut à peine mettre de la nourriture sur la table, dit Almeta avec amertume. Une mère qui doit choisir entre le lait et son café du matin, qui ne peut pas se permettre de les emmener chez le médecin quand ils sont malades. Une mère qui a sauvé la vie d'un inconnu et a ensuite sacrifié sa réputation pour honorer la mémoire de son ami, l'interrompit Jim avec passion. Une mère qui fait 3 boulots sans se plaindre, qui partage son dernier sandwich équitablement entre 3 enfants, qui leur chante des chansons pour dormir chaque soir, même quand elle est épuisée au-delà de toute mesure. Almeta le dévisagea avec stupéfaction. Comment connaissez-vous tous ces détails? Je t'observe, admit-il sans honte, depuis des semaines, depuis que mon détective t'a localisé. J'avais besoin de comprendre ta vie avant de t'approcher. Je t'ai vu partir au travail à 4 heures du matin, rentrer après minuit, et avoir encore une patience infinie pour les histoires du soir. Vous m'espionniez. L'invasion de sa vie privée aurait dû la mettre en colère, mais au lieu de cela, elle se sentait étrangement protégée, comme si quelqu'un avait enfin été témoin de sa lutte et l'avait jugée digne d'attention. Je sais que tu cumules plusieurs emplois, que tu marches partout pour économiser le ticket de bus, et que tu baisses le chauffage la nuit pour garder les factures gérables, continua Jim. Je sais aussi que tu es la personne la plus forte et la plus altruiste que j'ai jamais rencontrée, et je sais que je n'ai été qu'à moitié vivant pendant 8 mois, attendant de te retrouver. Jim, chuchota TL, mais il continua avec une intensité croissante. J'ai pensé à toi chaque jour, Almeta. Ton visage, quand tu as promis que je ne mourrais pas seul. Tes mains, si douces quand tu essayais d'arrêter le saignement, la façon dont tu as disparu avant que je puisse te remercier, comme une sorte d'ange gardien qui ne voulait pas de crédit pour le miracle. Je ne suis pas un ange, protesta TL faiblement. Je suis juste une pauvre fille qui essaie de prendre soin de 3 bébés. Tu es mon ange, dit Jim, avec une intensité tranquille qui fit bondir son cœur. Tu m'as sauvé la vie, et maintenant je veux sauver la tienne. Tu ne peux pas me sauver, dit Almeta en retirant sa main. C'est ma vie, Jim. C'est ce que je suis. Je ne suis pas un cas social que tu dois réparer. Je ne parle pas de charité, dit-il avec urgence, ses yeux flamboyants d'émotion. Je parle d'amour. Le mot explosa entre eux comme un éclair dans un ciel clair. Almeta sentit son cœur s'arrêter, bégayer, puis se mettre à battre comme un pur sang. Tu ne m'aimes pas, dit-elle désespérément. Tu ne me connais même pas vraiment. Je sais que tu risques tout pour les gens auxquels tu tiens, dit Jim, sa voix devenant plus passionnée. Je sais que tu donnes à 3 enfants le sentiment d'être les êtres les plus précieux sur Terre. Et je sais que quand tu touches quelqu'un,
Il se sent en sécurité pour la première fois de sa vie. Jim, s'il te plaît. Je sais que je ne me suis pas senti véritablement vivant depuis la nuit où je t'ai perdu, continua-t-il en se rapprochant. Je sais que te voir lutter alors que je vis dans le luxe me rend malade de culpabilité et de rage. Et je sais que je préférerais passer une journée dans la pauvreté avec toi qu'une vie entière de richesse sans toi. Almeta pleurait ouvertement maintenant, submergée par des mots qu'elle ne s'attendait pas à entendre, des sentiments qu'elle n'avait jamais osé espérer. Ce n'est pas si simple. Tu es riche, je suis pauvre, tu es respecté, je suis la paria du quartier. Les gens diraient des choses terribles sur nous. Laisse-les parler, dit Jim avec ferveur. J'ai passé toute ma vie à me soucier de ce que les gens pensent, et où cela m'a-t-il mené? Un pantouse vide et un cœur qui semblait mort jusqu'à ce que je revoie ton visage. Je me fiche de l'argent ou de la réputation. Je ne me soucie que de toi. Et les enfants, demanda-t-elle doucement, sa voix n'étant qu'un murmure. Ils viennent avec moi, Jim. Je ne les abandonnerai pour personne. Je compte bien là-dessus, dit-il, souriant pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Hope, Fête et Isaiah, c'est ça? Je veux les rencontrer correctement. Je veux faire partie de leur vie si tu me le permets. Tu veux aider à élever 3 enfants qui ne sont même pas les tiens, demanda Almeta avec incrédulité. Je veux aider à aimer 3 enfants qui appartiennent déjà à mon cœur parce qu'ils appartiennent au tien, corrigea doucement Jim. Almeta, je sais que c'est bouleversant, mais je te demande de nous donner une chance. Laisse-moi te faire la cour correctement. Laisse-moi te montrer que ce que nous avons ressenti cette nuit-là dans la tempête était réel, que cela vaut la peine de se battre contre le monde entier. Almeta regarda dans ses yeux et y vit tout ce qu'elle avait eu peur de rêver, un amour sans condition, une acceptation sans jugement, un avenir où ses enfants pourraient avoir tout ce qu'elle n'avait jamais pu leur offrir. Mais elle voyait aussi l'impossibilité de la chose, le vaste gouffre entre leurs mondes. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. C'est beaucoup à assimiler. Bien sûr, dit Jim immédiatement, prends tout le temps dont tu as besoin, mais Almeta, promets-moi que tu ne disparaîtras pas à nouveau. Promets-moi que tu nous donneras une chance de voir ce que nous pourrions devenir ensemble. Elle hocha lentement la tête, serrant le médaillon de sa grand-mère comme une bouée de sauvetage. Je le promets. Mais, Jim, tu dois comprendre ce que tu demandes. M'aimer signifie accepter une vie pleine de luttes, de jugements et de problèmes que l'argent ne peut pas toujours résoudre. Alors c'est une chance que je n'ai pas peur des défis, dit-il, avec un sourire qui fit battre son cœur comme des ailes de papillon. La femme qui m'a sauvé la vie dans une tempête, elle vaut la peine de se battre contre le monde entier. Alors qu'ils se séparaient, Jim vers sa Mercedes, Almeta vers l'arrêt de bus, tous deux portaient la conscience électrique que tout était sur le point de changer irrévocablement. Pour le meilleur ou pour le pire, leur monde était sur le point d'entrer en collision d'une manière qui mettrait à l'épreuve toutes les suppositions qu'ils avaient jamais faites sur l'amour, le sacrifice et ce que signifiait vraiment sauver la vie de quelqu'un. Chapitre 7, se rapprocher. La première fois que Jim rencontra les enfants correctement, Hope l'étudia avec ses yeux sombres, impossible de sérieux, pendant 10 bonnes minutes avant de prononcer un seul mot. « Es-tu le prince de l'histoire de maman » demanda-t-elle finalement, sa petite voix remplie de curiosité et d'une prudence attentive. Jim s'agenouilla à son niveau, comprenant instinctivement que ce moment déterminerait tout ce qui suivrait. « Je ne sais pas pour le prince, mais ta maman est définitivement l'ange qui m'a sauvé la vie. » Fête, toujours la plus intrépide, s'avança audacieusement et toucha son visage avec des doigts collants. « Tu as de jolis yeux comme le ciel quand il est content. » Isaiah resta en retrait au début, fredonnant l'un de ses chants gospel et observant avec une sagesse qui semblait bien trop ancienne pour son jeune visage. Lorsque Jim le regarda directement, le petit garçon arrêta de fredonner et offrit un sourire si pur et confiant qu'il faillit mettre Jim à genoux. « Ils t'aiment bien, dit doucement Almeta, l'émerveillement évident dans sa voix. Ils sont généralement très timides avec les étrangers. Peut-être que je ne suis pas un étranger, répondit Jim, ses yeux ne quittant jamais les siens. Peut-être que certaines âmes se reconnaissent immédiatement. Cette conversation avait eu lieu il y a 3 semaines et maintenant, la présence de Jim était devenue intimement tissée dans le tissu de leur vie quotidienne. Il apparaissait chaque soir après le travail, apportant des courses qu'il prétendait être en trop, des jouets qui étaient soi-disant des échantillons, et des livres qui traînaient par hasard dans son appartement. Ce soir, il était assis sur le sol de leur minuscule salon. Fête était blottie contre son flanc alors qu'il lisait Bonsoir Lune, sa voix patiente ne trahissant jamais d'irritation face à la répétition.
Hope lui apprenait à tresser les cheveux de sa poupée avec une concentration intense, tandis qu'Isaiah était assis avec contentement sur les genoux d'Almeta, fredonnant en accompagnant la lecture de Jim. « Je pense qu'il est l'heure d'aller au lit », intervint Almeta lorsque Fête exigea une autre lecture. « Tu vas nous chanter quelque chose ?» demanda Hope à Jim avec espoir, et le cœur d'Almeta se serra. Les enfants avaient commencé à se tourner vers Jim pour le réconfort, la sécurité, l'affection. « Je ne suis pas un grand chanteur, » dit Jim en s'excusant. « Mais peut-être que votre maman chantera pendant que j'écoute. » Pendant qu'Almeta s'occupait de la routine du coucher, Jim aidait sans qu'on le lui demande. Il souleva Isaiah dans la baignoire avec une douce prudence, aida Fête à localiser son éléphant en peluche préféré, s'assit patiemment pendant que Hope lui lisait une histoire qu'elle avait inventée, à propos d'un dragon qui apprenait à partager. Lorsque les enfants furent enfin installés, Almeta chanta la berceuse que sa grand-mère lui chantait. Jim se tenait dans l'encadrement de la porte, observant avec une expression d'une telle tendresse que cela lui coupa le souffle. « Tu es doué pour ça », dit-elle doucement quand ils passèrent à la cuisine. « Je n'ai jamais vécu ça avant », admit Jim, essuyant la vaisselle devant son petit évier. « Un dîner en famille, les histoires du soir, des enfants qui me font confiance pour les protéger. Je ne savais pas que cela pouvait être aussi sacré. » Ils travaillèrent dans un silence confortable jusqu'à ce qu'ils se tiennent face à face dans l'espace étroit entre le comptoir et la table. « Almeta, » dit doucement Jim, levant la main pour toucher son visage. « J'ai besoin de te dire quelque chose d'important. » La douceur dans sa voix fit s'emballer son cœur dangereusement. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je tombe amoureux de toi, » dit-il simplement, honnêtement. Pas juste reconnaissant, pas juste entiché. Vraiment, véritablement, complètement amoureux de toi, de ces 3 beaux enfants et de cette vie que tu as construite avec rien d'autre que de la détermination et de la foi. Je sais que c'est trop tôt pour dire de telles choses, mais j'ai besoin que tu le saches. Quand je te regarde avec Hope, Fête et Isaiah, quand je vois comment ils te regardent comme si tu avais accroché la lune et les étoiles, quand je te vois tout leur donner sans une seconde d'hésitation, je tombe plus profondément à chaque fois. Almeta sentit les larmes piquer ses yeux. J'ai peur. Cela semble trop beau pour être vrai. Les hommes comme toi ne tombent pas amoureux des femmes comme moi. Quel genre de femme es-tu, Almeta ? Demanda-t-il en se rapprochant. Pauvre, sans éducation, en difficulté, portant des bagages qui ne sont même pas les miens. Tu es courageuse, corrigea fermement Jim. Tu es aimante, généreuse, forte au-delà de toute mesure. Tu es une femme qui sauve des vies, se sacrifie pour les autres et donne à 3 enfants l'impression d'être de la royauté, même quand vous mangez des sandwichs au beurre de cacahuètes pour le dîner. Ces enfants méritent tellement mieux. Ces enfants ont la meilleure mère du monde, l'interrompit-il passionnément. Et si tu me le permets, j'aimerais passer le reste de ma vie à t'aider à leur donner tout ce qu'ils méritent. Avant qu'Almeta ne puisse répondre, le bruit d'une dispute bruyante résonna à l'extérieur, suivi par quelqu'un frappant sur des poubelles. Jim se déplaça de manière protectrice devant elle alors qu'ils se précipitaient tous deux vers la fenêtre. En bas, dans la rue, un petit groupe de voisins s'était rassemblé, leurs visages tordus par la colère et le dégoût. Madame Henderson se tenait au centre, pointant le doigt vers la fenêtre d'Almeta avec une fureur accusatrice. « Regardez-la là-haut avec ce riche homme blanc », cria-t-elle venimeusement. « Je vous avais bien dit qu'elle se vendait. Maintenant, elle est passée aux clients de luxe. » Dégoûtant, cria une autre voix, ces pauvres enfants obligés de voir leur mère se prostituer. Quelqu'un devrait appeler les services sociaux, ajouta Madame Williams avec une satisfaction malveillante. Les mains de Jim se serrèrent en poing, tout son corps irradiant une fureur à peine contrôlée. « Je descends. »« Non, » dit rapidement Almeta, saisissant son bras. « Cela ne fera qu'empirer les choses infiniment. Il cherche une raison pour causer des problèmes. » Quelqu'un jeta une bouteille qui se brisa contre le mur de l'immeuble sous leur fenêtre. Dans la chambre, l'un des enfants commença à pleurer de peur. « Il terrorise des enfants innocents, » dit Jim, sa voix devenue dangereuse. « C'est ma vie, Jim, » dit Almeta, sa voix se brisant alors qu'elle se dépêchait de réconforter les enfants effrayés. « C'est ce dont j'ai essayé de te prévenir. Être avec moi signifie faire face à cette haine. » Hope était assise dans son lit, les larmes coulant sur son visage. « Maman, pourquoi ils crient? Pourquoi ils sont en colère contre nous? Certaines personnes ne comprennent pas notre famille, ma précieuse, » dit Almeta, serrant les 3 enfants contre elle, « mais ils ne peuvent pas nous faire de mal tant que nous nous aimons. » Fête enfouit son visage contre l'épaule d'Almeta. « J'ai peur,
maman. Je sais, mon cœur, mais nous sommes en sécurité ici. Personne ne peut nous faire de mal tant que nous sommes ensemble. Jim se tenait dans l'encadrement de la porte, regardant la femme qu'il aimait réconforter 3 enfants terrifiés tandis qu'une foule en colère se rassemblait devant leur maison, et quelque chose de fondamental changea en lui. Ce n'était plus seulement une question de sentiment. Il s'agissait de protéger une famille qui était devenue son cœur et son âme. « J'ai une idée, dit-il doucement, une fois que les enfants se furent enfin rendormis. Mais tu ne vas pas l'aimer. Quel genre d'idée, demanda Almeta avec lassitude. Emménager avec moi, dit-il simplement. Vous 4. Mon Pantouse a 3 chambres spacieuses, une sécurité qui ne laissera personne vous approcher. Les enfants pourraient avoir leur propre chambre, de vrais lits, un endroit sûr pour jouer. Absolument pas, dit immédiatement Almeta. Jim, je ne peux pas être ta femme entretenue, cela ne ferait que prouver ce que tout le monde croit déjà sur moi. Alors épouse-moi, dit-il, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les arrêter. Le silence qui suivit fut assourdissant. Almeta le fixa comme s'il lui avait poussé des ailes. Tu es complètement fou, chuchota T.L. finalement. On se connaît depuis 3 semaines. Je t'aime depuis 8 mois, répliqua T.L., et je n'ai pas seulement aimé l'idée de toi, mais la réalité de qui tu es. Je t'ai vu au moment où tu étais la plus vulnérable, la plus accablée, et je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans toute ma vie. Le mariage, c'est plus que de l'amour, Jim. C'est une question de compatibilité, de construire une vie ensemble, de choisir d'aimer quelqu'un chaque jour pour le reste de sa vie. De faire passer ses besoins avant les siens, de les protéger et de les chérir quoi qu'il arrive, l'interrompit-il. Almeta, quand j'imagine mon avenir, tout ce que je vois, c'est toi, Hope, Fête et Isaiah. Je vois des fêtes d'anniversaire, des matins de Noël, de l'aide aux devoirs, et vieillir avec toi, tomber plus amoureux de toi chaque année. Le tableau qu'il peignait était si beau qu'il lui faisait mal à la poitrine de désir. Et ton entreprise? Ta vie sociale? Mon entreprise tourne toute seule. Ma vie sociale était vide de toute façon, dit fermement Jim. Les seules attentes qui comptent maintenant sont celles que j'ai pour notre famille. Notre famille, répéta doucement Almeta. Notre famille, confirma T.L. Toi, moi, Hope, Fête, Isaiah, et peut-être un jour un petit frère ou une petite sœur qu'ils pourront aimer et protéger. L'image d'un bébé avec les yeux bleus de Jim et son sourire à elle, entouré de l'attention prudente de Hope, de la joie contagieuse de Fête et des douces chansons d'Isaiah, était presque trop parfaite pour être supportée. C'est complètement fou, dit-elle, mais il y avait moins de conviction dans sa voix maintenant. Les meilleures choses le sont généralement, répondit Jim en se rapprochant. Almeta, je ne te demande pas de décider ce soir. Je te demande juste d'y réfléchir. De considérer que peut-être, certaines histoires d'amour sont destinées à vaincre des chances impossibles. Dehors, la foule se dispersait enfin, mais le verre brisé restait comme un rappel de la haine qu'ils affrontaient. À l'intérieur, 3 enfants dormaient paisiblement, confiants que les adultes qui les aimaient les garderaient en sécurité. J'ai besoin de temps, dit finalement Almeta. Prends tout le temps qu'il te faut, l'assura Jim. Mais pendant que tu réfléchis, souviens-toi de ceci, je ne t'offre pas de te secourir. Je te demande si tu veux bien me sauver une fois de plus, car sans toi, sans cette famille, je ne suis qu'un homme avec de l'argent et pas de cœur pour le dépenser. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Jim embrassa son front avec une tendresse infinie. Je t'aime, Almeta L. Smith, dit-il contre sa peau. Et j'aime Hope, Fête et Isaiah comme s'ils étaient de mon propre sang. Ça ne changera pas, que tu m'épouses demain ou jamais. C'est juste qui je suis maintenant. Après son départ, Almeta s'assit dans son petit salon, touchant le médaillon de sa grand-mère et pensant à l'homme qui était entré dans leur vie comme une prière exaucée. La chose intelligente à faire serait de se protéger, de se rappeler que les contes de fées n'arrivaient pas aux filles comme elle. Mais en regardant les 3 enfants endormis qui lui avaient appris que l'amour pouvait tout transformer, elle se demanda si, peut-être, il était temps d'arrêter d'être intelligente et de commencer à être courageuse. Chapitre 8, le point de rupture. On frappa à la porte à 8h17, un mardi matin qui avait commencé comme les autres. Almeta venait de finir de donner le petit déjeuner aux enfants des flocons d'avoine sucrés avec des sachets de cassonade qu'elle avait récupérés au restaurant lorsque 3 coups secs et officiels résonnèrent dans leur minuscule appartement comme des coups de feu. À travers le Judas, elle vit 2 femmes en tailleur strict tenant des porte-blocs et arborant des expressions d'inquiétude professionnelle. Son sang se glaça.
Elle avait déjà vu ces tailleurs, dans les foyers d'accueil de son enfance, dans les cauchemars qui la réveillaient encore en sueur froide. Les services de protection de l'enfance. Puis-je vous aider demanda-t-elle à travers la porte, sa voix plus assurée qu'eux. Ses mains tremblaient. Mademoiselle Smith, je suis Patricia Williams des services de protection de l'enfance, CPS, et voici ma collègue, Janet Morrison. Nous devons vous parler au sujet de vos enfants. Le cœur d'Almeta martelait ses côtes alors qu'elle entr'ouvrait la porte, se positionnant de manière à bloquer leur vue sur les enfants, toujours assis à la table de la cuisine. Hope était devenue très silencieuse. Ses yeux graves fixaient les étrangers avec une perception troublante. Faites continuer de babiller avec son éléphant en peluche, inconsciente du danger imminent. Isaiah avait complètement cessé son fredonnement matinal. De quoi s'agit-il demanda Almeta, bien qu'elle le sût déjà avec une certitude nauséabonde. Quelqu'un les avait dénoncés. Quelqu'un qui avait vu les allées et venues de Jim, et qui avait décidé qu'une femme noire pauvre avec 3 enfants et un homme blanc riche ne pouvait signifier qu'une seule chose. Nous avons reçu plusieurs signalements au cours des derniers mois concernant votre situation de vie, déclara Patricia. Sa voix était professionnellement neutre, mais ses yeux cataloguaient déjà chaque détail du petit appartement. Les plaintes se sont intensifiées récemment, soulevant des inquiétudes quant au bien-être des enfants, à la qualité des soins et à des comportements inappropriés présumés au domicile. Comportements inappropriés. La voix d'Almeta monta légèrement avant qu'elle ne se reprenne. Se mettre en colère ne ferait qu'aggraver infiniment les choses. Les rapports suggèrent que vous recevriez des hommes contre de l'argent en présence des enfants, dit Janet, sur un ton suggérant qu'elle préférerait être n'importe où ailleurs sur Terre. Nous sommes tenus d'enquêter sur toute allégation selon laquelle des enfants pourraient être exposés à la prostitution. Le mot frappa Almeta comme un coup de poing à l'estomac. Elle savait que ce jour pouvait arriver, s'y était préparée dans ces moments les plus sombres, mais l'entendre prononcer à haute voix devant ses enfants lui donna envie de vomir. Ce n'est pas ce qui se passe ici, dit-elle fermement, luttant pour garder une voix égale. Jim Rodway est un ami qui nous aide. Il n'y a rien d'inapproprié dans notre relation. Jim Rodway? Les sourcils de Patricia se levèrent. L'homme d'affaires? Mademoiselle Smith, vous comprenez sûrement à quoi cela ressemble, un homme de sa richesse et de son statut, passant du temps avec une femme dans votre situation. Ma situation? Le tempérament d'Almeta s'enflamma malgré ses efforts pour rester calme. Vous voulez dire être pauvre? Depuis quand la pauvreté est-elle un crime? Maman? La petite voix de Hope s'éleva derrière elle, portant une note de peur qui brisa le cœur d'Almeta. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui sont ces dames? Patricia et Janet échangèrent un regard significatif. Nous devons voir les enfants, Mademoiselle Smith, et nous devons inspecter minutieusement les conditions de vie. Almeta n'avait d'autre choix que de s'écarter. Les femmes entrèrent dans son minuscule appartement, et elle observa leur visage alors qu'elle prenait conscience de la réalité de leur vie. Les meubles d'occasion, les arrangements de couchage de fortune, les vêtements séchant dans la salle de bain. Tout ce qu'elle avait travaillé si dur pour rendre chaleureux et aimant semblait soudain minable et inadéquat sous leurs yeux professionnels. « Bonjour toi » dit Patricia à Hope, avec cette fausse gaieté que les adultes utilisent lorsqu'ils sont sur le point de détruire le monde d'un enfant. « Je m'appelle Patricia, peux-tu me dire ton nom ?» Hope regarda Almeta pour demander la permission avant de parler. Hope. Et voici Fête et Isaiah, ce sont mon frère et ma sœur. Et qui s'occupe de vous, Hope? Maman, répondit Hope avec une certitude simple qui fit à la fois gonfler et briser le cœur d'Almeta. Elle nous aime plus grand que le monde entier. Janet prenait des notes, examinant la cuisine, vérifiant les verrous des fenêtres avec une précision méthodique. Mademoiselle Smith, pouvez-vous fournir des documents justifiant vos revenus, prouvant que vous pouvez subvenir aux besoins de 3 enfants? Je cumule 3 emplois, dit Almeta, se rapprochant protectrice des enfants. Je leur fournis tout ce dont ils ont besoin. L'appartement semble surpeuplé. Les enfants disposent-ils de couchages adéquats? Almeta désigna la chambre où elle avait soigneusement aménagé les espaces de sommeil. Ce n'était pas parfait, mais c'était propre, sûr et rempli d'amour. C'est temporaire, dit-elle. J'économise pour un endroit plus grand. Nous devons poser quelques questions sur l'homme qui vous rend visite, dit Patricia, s'asseyant à la hauteur des yeux des enfants. Hope, ma chérie, peux-tu me parler de l'homme qui vient voir ta maman? Le visage de Hope s'illumina comme un matin de Noël. Tu veux dire Jim? Il nous lit des histoires et aide maman à préparer le dîner,
et il connaît tous les mots de Bonsoir Lune, et il va m'apprendre à jouer aux échecs quand je serai plus grande, et il fait sourire maman très joliment. Est-ce qu'il te fait parfois peur ou te met mal à l'aise? Hope sembla sincèrement confuse. Non, Jim rend tout meilleur. Il fait sourire maman, et quand il est là, Fête ne fait pas de cauchemar, et Isaiah chante plus fort. Isaiah, qui observait la scène avec sa sagesse silencieuse habituelle, commença soudain à fredonner Amazing Grace. Sa voix douce remplit la petite pièce, et les deux travailleuses sociales semblèrent surprises par la pure beauté de ce chant. Isaiah aime la musique, expliqua Almeta, la voix chargée d'émotion. Il chante quand il se sent en sécurité et heureux. Et il chante plus depuis que ce Jim a commencé à venir, demanda Patricia en prenant soigneusement des notes. Oui, admit Almeta, ne comprenant pas pourquoi cela ressemblait à un piège. L'entrevue dura plus d'1 heure. Elles vérifièrent le réfrigérateur, examinèrent les vêtements des enfants, testèrent le détecteur de fumée et posèrent des questions interminables sur les visites de Jim, sa relation avec les enfants et l'emploi du temps d'Almeta. Maman travaille vraiment, vraiment dur, intervint Fête à un moment donné, décidant apparemment qu'elle devait défendre Almeta. Elle nous chante des chansons quand on est triste, elle partage sa nourriture avec nous, et elle nous raconte des histoires sur la princesse qui a sauvé le prince. Finalement, après ce qui sembla être une éternité d'invasion et de jugement, les femmes rassemblèrent leurs papiers. Mademoiselle Smith, nous devrons programmer une visite de suivi, dit Patricia, et nous aurons besoin que vous fournissiez des références de moralité, une preuve de revenus stable et des documents sur des arrangements de logement adéquats. Que se passe-t-il si je ne peux pas, demanda Almeta, bien qu'elle connût déjà la réponse qui entrait ses rêves. Nous devrons peut-être placer les enfants en famille d'accueil temporairement, jusqu'à ce que nous puissions vérifier que c'est un environnement sûr et stable pour eux. Les mots frappèrent Almeta comme des balles en pleine poitrine. Famille d'accueil. Le cauchemar dont elle s'était battue si fort pour sauver Hope, Fête et Isaiah, le système qui avait brisé sa propre enfance et celle de Keisha. Ils ne sont pas en danger, dit-elle désespérément. Regardez-les, ont-ils l'air négligés, maltraités? Ce sont des enfants heureux, en bonne santé, qui sont aimés plus que la vie elle-même. L'amour ne suffit pas toujours, Mademoiselle Smith, dit Patricia avec ce qui semblait être une sympathie sincère. Les enfants ont besoin de stabilité, de ressources adéquates, d'une supervision appropriée. Nous vous contacterons dans les 72 heures. Après leur départ, Almeta s'effondra sur le canapé et attira les 3 enfants dans ses bras, les serrant comme s'ils risquaient de disparaître si elle relâchait son étreinte. Hope pleurait, bien qu'elle ne comprît probablement pas pourquoi. Fête babillait nerveusement. Isaiah avait cessé de fredonner. « Est-ce qu'ils vont nous emmener, maman » demanda Hope, avec la perception dévastatrice d'un enfant qui avait senti quelque chose de terrible dans la conversation des adultes. « Non, ma chérie, dit Almeta avec ferveur, bien que sa voix tremblât de terreur. Je ne laisserai jamais personne vous emmener loin de moi. Jamais, jamais, jamais. Mais même en prononçant ces mots, elle savait à quel point elle était impuissante. 3 emplois qui payaient à peine les factures, un appartement trop petit, un quartier qui la considérait comme une honte. Que avait-elle pour combattre les services sociaux? Son téléphone sonna. Le nom de Jim clignota sur l'écran. Un instant, elle envisagea de ne pas répondre. Comment pouvait-elle lui dire que sa présence dans leur vie avait déclenché ce cauchemar? Almeta? Sa voix était chaleureuse, heureuse, totalement inconsciente de la dévastation qui venait de s'abattre sur leur monde. Je pensais emmener tout le monde aux zoos ce week-end. Hope a mentionné qu'elle n'avait jamais vu de vrai éléphant, et j'ai pensé. Jim, l'interrompit-elle, la voix brisée. Il faut qu'on parle. Il est arrivé quelque chose de terrible. Le changement dans son ton fut immédiat. Qu'est-ce qui ne va pas? Les enfants vont bien? Es-tu blessé? Les services sociaux sont venus ce matin, dit-elle, et elle entendit sa brusque inspiration. Quelqu'un nous a signalé. Il pense. Il pense que je me prostitue parce que tu me rends visite. Bon Dieu, souffla-t-il. Almeta, je suis tellement désolé. C'est de ma faute. J'aurais dû être plus prudent, plus discret. Ce n'est pas ta faute, dit-elle, bien qu'une partie d'elle se demanda si c'était vrai. Mais Jim, il pourrait les emmener. Si je ne peux pas prouver que je peux fournir des soins adéquats. Alors on se marie, dit-il immédiatement. Demain, aujourd'hui, tout de suite. Je fournirai la stabilité qu'il recherche.
Éprouver leur point de vue? Almeta rit amèrement. Une femme pauvre épousant un homme riche juste après l'intervention des services sociaux? Ça aura l'air absolument parfait. Je me fiche de ce à quoi ça ressemble, dit Jim avec ferveur. Ce qui m'importe, c'est de protéger notre famille. Ta famille, corrigea-t-elle. Jim, peut-être. Peut-être devrais-tu rester à l'écart un moment, jusqu'à ce que ça se tasse. Le silence qui suivit fut si long qu'elle crut que l'appel avait été coupé. Tu me demandes de t'abandonner, demanda-t-il finalement, sa voix soigneusement contrôlée. Je te demande de penser à ce qui est le mieux pour les enfants, dit Almeta, les larmes ruisselant sur son visage. Si ta présence est la cause de ce problème. Ma présence n'est pas le problème, l'interrompit Jim. Le racisme est le problème. Le classisme est le problème. Un système qui préfère déchirer une famille aimante plutôt que d'admettre que l'amour prend plusieurs formes, c'est ça le problème. Mais si rester à l'écart signifie qu'ils peuvent rester avec toi. Almeta, dit Jim, sa voix douce mais inébranlable. J'arrive. Non, dit-elle rapidement. S'il surveille, si quelqu'un te voit. Alors qu'il me voit, dit-il. Qu'il voit un homme qui aime sa famille et qui ne se laissera pas effrayer par des gens à l'esprit étroit. Je serai là dans 20 minutes. Et Almeta, nous allons nous battre. Ensemble. Je ne les laisserai pas prendre nos enfants. Nos enfants. Même au milieu de ce cauchemar, ces mots firent s'envoler et se briser son cœur en même temps. Jim arriva pour trouver Almeta en train de faire une petite valise, les mains tremblantes. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il doucement. « Je me prépare » dit Almeta sans lever les yeux. « S'ils reviennent pour les prendre, je veux que leurs affaires soient prêtes. » Almeta, arrête. Jim s'assit près d'elle, immobilisant ses mains frénétiques. Ils n'emmèneront ces enfants nulle part. Fais-moi confiance. Il passa l'heure suivante à passer appel sur appel. Des avocats, des détectives privés. Finalement, il se tourna vers elle. Fais aussi un sac pour toi. Nous allons à l'hôtel ce soir, et demain nous aurons des visiteurs. Des bons, cette fois. On frappa à la porte. Almeta ouvrit et découvrit une femme afro-américaine âgée, aux yeux bienveillants. « Êtes-vous Almeta Smith » demanda la femme. « Je suis Dorothy Washington. J'étais la tante de Keisha. » Le monde bascula. La tante de Keisha? Nous avions perdu contact. Je n'ai appris sa mort que récemment. Dorothy tenait une boîte en carton usé. Elle vit les enfants et fondit en larmes. Oh mon Dieu, il lui ressemble tellement. Elle expliqua qu'elle avait engagé le même enquêteur que Jim. Elle sortit un téléphone et lança une vidéo. C'était la voix de Keisha. Point et Dorothy, si quelque chose m'arrive. Hope, Fête et Isaiah. Mon ami Almeta a promis de prendre soin d'eux. C'est la seule famille en qui j'ai confiance. S'il te plaît, aide Almeta à les garder ensemble. Il y avait plus, des dossiers médicaux, des tests ADN, des lettres. Pourquoi partagez-vous cela avec nous, demanda Jim. Parce que je sais le sacrifice que cette jeune femme a fait, répondit Dorothy. Cela fait de vous plus une famille que le sang ne le pourrait jamais. Le lendemain matin, armée de documents juridiques et d'une fureur vertueuse, Dorothy rendit visite à chaque personne qui avait répandu des rumeurs. Quand Patricia et Janet des services sociaux revinrent, la scène était transformée. Dorothy était là, Jim était là avec des preuves de stabilité financière, l'appartement était rempli de nourriture offerte par des voisins repentants. La vérité a le don de tout changer, dit Dorothy en remettant les documents. Les travailleuses sociales examinèrent les preuves. Leur attitude changea du tout au tout. Madame Smith, dit finalement Janet, je vous dois de profondes excuses. Ces enfants s'épanouissent visiblement sous vos soins. Ils peuvent rester. Après leur départ, l'appartement semblait différent. Le poids du jugement s'était envolé. Alors, dit Jim avec un sourire radieux. Je crois que quelqu'un a mentionné un mariage? Est-ce une demande, monsieur Rodway? C'est une promesse, mademoiselle Smith. Chapitre 10, le plus grand triomphe de l'amour. 6 mois plus tard, par une matinée de printemps parfaite, Almeta et Smith se tenaient devant le miroir de la suite nuptiale de l'église du Sacré-Cœur. La robe était d'une simplicité époustouflante, une soie ivoire brodée de perles délicates. Tu ressembles à une vraie princesse, maman, dit Hope, tenant la main de Fête.
Et Jim sera ton prince pour toujours et à jamais. Ajouta Fête. Isaiah, dévastateur dans son petit smoking, fredonnait comme The Bride. Dorothy, devenue la grand-mère qu'il n'avait jamais eue, ajusta le voile d'Almeta. « Es-tu prête, mon enfant ?»« Je suis prête depuis toute ma vie, » répondit doucement Almeta. La marche nuptiale commença. Le sanctuaire était rempli de gens qu'elle n'aurait jamais imaginé voir là. Des voisins autrefois hostiles souriaient maintenant. Mais surtout, Jim était là, debout à l'autel, ses yeux bleu orage la cherchant désespérément. Almeta remonta l'allée seule, par choix délibéré. Elle s'était sauvée elle-même. Aujourd'hui, elle choisissait de partager sa vie, non parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, mais parce qu'elle avait trouvé quelqu'un digne de sa force. Arrivé à l'hôtel, Jim prit ses mains. « Tu es venu » chuchota Théil. « J'avais promis » répondit-elle. Les vœux furent échangés, chargés d'émotion. « Je le veux » dit Jim, sa voix forte et claire. « Pour toujours et à jamais, je le veux. »« Je le veux » répondit Almeta, les larmes aux yeux, regardant Jim et les 3 enfants à leur côté. « Par les pouvoirs qui me sont conférés. Je vous déclare mari et femme, » annonça le pasteur Williams. « Jim, vous pouvez embrasser la mariée. » Leur baiser fut tendre, passionné, une promesse pour tous leur lendemain. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Almeta demanda « Et maintenant ?»« Maintenant, nous rentrons à la maison, » dit Jim. « Dans notre vraie maison, » ajouta Almeta, songeant aux magnifiques pentouses qui résonneraient bientôt de rires d'enfants. 2 mois plus tard, au tribunal, le juge officialisa l'adoption. Hope Rodway, Fête Rodway, Isaiah Rodway. Félicitations, vous avez maintenant un père légal. Papa. Cria joyeusement Fête en se jetant dans les bras de Jim. Ce soir-là, dans leur nouvelle maison surplombant la ville scintillante, après avoir bordé les enfants, Almeta rejoignit Jim près de la fenêtre. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « À cette nuit d'orage. Si on m'avait dit qu'un accident de voiture mènerait à ceci. Au plus grand bonheur de ma vie. C'est peut-être ainsi que fonctionnent les miracles, dit Almeta. Ils se déguisent en catastrophe jusqu'à ce que nous soyons assez courageux pour voir la bénédiction qui s'y cache. » Jim l'embrassa. Lorsqu'ils se séparèrent, Almeta posa la main de Jim sur son ventre plat. « J'ai quelque chose de merveilleux à te dire. Nous allons avoir un bébé, Jim. Notre bébé. » La joie sur son visage fut comme un lever de soleil. Il la souleva de terre en riant. « Un bébé. Un petit frère ou une petite sœur pour Hope, Fête et Isaiah. Si c'est un garçon, dit Jim pensivement, peut-être James. James William Rodway Jr. j'adore. Et si c'est une fille? Grace, dit Almeta sans hésitation. Grace Louise. Parce que c'est ce qui nous a réunis. Amazing Grace. Alors qu'Almeta s'endormait dans les bras de son mari, elle songea à la jeune fille qui avait traversé les tempêtes avec rien d'autre que la foi. Demain, elle se réveillerait en tant que Madame Almeta Rodway, avec 3 beaux enfants et une autre vie précieuse grandissant en elle. La tempête était passée, l'arc-en-ciel était apparu, et leur plus grande aventure ne faisait que commencer.